Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, voire même en podcast, puisqu'on est absolument partout. Au moment où on enregistre cette émission en direct, eh bien nous sommes le lundi 5 mai, et donc dans 4 jours, ça sera le 9 mai. Incroyable, non? Je suis quand même fort en mathématiques, en plus de tenir une chaîne d'histoire, hein. En fait, le 9 mai, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien c'est la journée de l'Europe, et ça c'est une excellente raison pour revenir sur l'histoire de la construction européenne. Parce que l'Europe, ça remonte jusqu'à quand et comment ça s'est passé? Eh bien, pour le découvrir, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Varlouzet, un historien spécialiste de la construction européenne. Actuellement, il est professeur d'histoire de l'Europe à Sorbonne Université. Il préside le conseil scientifique de l'Institut Jean Monnet. Et ce ne sont que 2 casquettes parmi d'autres. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur le sujet, comme Histoire de la construction européenne depuis 1945 en 2022, ou encore Jean Monnet et Charles de Gaulle, Destin croisé, opposition et héritage en 2024. Bref, je crois que vous avez compris le thème de l'entretien du jour, alors sans plus attendre, on accueille Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci à toi de nous accorder un petit peu de ton temps pour parler de ce sujet. Non, merci beaucoup à toi, Benjamin. L'Europe qui fait toujours parler, hein. Dès qu'on met le mot Europe sur les réseaux sociaux, on a les pour, on a les contre, ça s'excite dans tous les sens. En tout cas, ça passionne, quoi. Oui, effectivement. Et puis c'est un sujet un peu compliqué, donc merci beaucoup de m'inviter pour essayer d'expliquer ça, les tenants, les aboutissants, disons les avantages et les inconvénients. Alors, Laurent, là, question traditionnelle avant de rentrer dans le vif du sujet. On a un entretien, on a beaucoup de questions, beaucoup de points à aborder parce que c'est quand même assez complexe ce sujet. Comment est-ce que tu en es arrivé, toi, dans ton parcours, à t'intéresser à l'Europe? Alors moi, donc j'ai un parcours. Tu l'as évoqué. Je suis prof à la Sorbonne. Je suis agrégé, docteur. Bon, c'est un parcours assez classique. J'ai fait beaucoup de mobilité en France. J'ai commencé par un DUG à Saint-Quentin en Yvelines. Après, je suis passé à la Sorbonne. Ensuite, j'ai eu des postes à Chambéry, Arras, Boulogne-sur-Mer, avant de revenir à Paris. J'ai eu aussi 2 postes à l'étranger, à Florence et à Londres. Donc j'ai beaucoup voyagé, mais en fait, ma famille n'est pas du tout européenne. Moi, j'ai une famille un peu franco-française, je dirais classe moyenne. Avec du côté de ma mère, c'est du côté de l'Aveyron, du côté de mon père, du côté du Pas-de-Calais. Mais en fait, j'ai croisé l'Europe par mes grands-parents qui avaient vécu la guerre, avaient beaucoup souffert de la guerre et qui étaient toujours un peu méfiants envers les Allemands, mais qui étaient surtout, on avait surtout tiré une haine de la guerre. En fait, tout le monde croise un petit peu l'Europe, quoi. Donc, je t'ai dit que moi, j'avais de la famille dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, j'ai encore de la famille qui élève des veaux pour les vendre en Italie. Et ça fait depuis longtemps, en fait. Donc, on voit déjà des connexions, un peu naturelles avec le marché européen. Et puis, dans le Nord, quand tu habites à Arras ou à Lille, tu sens que tu es dans un espace transfrontalier avec la Belgique, la Hollande et même la Grande-Bretagne. Moi, mes grands-parents et surtout mes arrière-grands-parents parlaient patois. Alors mes grands-parents, ils le comprenaient, mais ils le parlaient pas. Et il y a des mots qui viennent du néerlandais et de l'anglais aussi, hein. Donc du coup, en fait, je pense que quand tu peux te sentir appartenir à un espace, certes français, mais aussi un peu plus large européen. Et puis, dans les années 80, moi je suis né en 78, donc j'ai été éduqué dans les années 80-90. C'était une période de relance de la construction européenne, et donc on voyait un espèce de phénomène assez incroyable, parce que c'était une des premières fois dans l'histoire que vraiment des États, mais des États puissants comme la France, l'Allemagne, mettaient en commun des prérogatives vraiment essentielles de leur souveraineté, comme la monnaie, comme le contrôle des frontières aussi, le commerce. Et donc, ça me paraissait un phénomène vraiment fascinant. Et en même temps qu'il faut déconstruire. Il ne faut pas considérer que c'est quelque chose d'évident, d'irréversible. L'Europe aurait très bien pas pu se faire, peut très bien disparaître, peut très bien prendre différentes formes. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose, que c'est un train en marche. Mais en tout cas, c'est vraiment un phénomène historique. Mais à la limite, même si l'Europe disparaît demain, ça restera un phénomène historique vraiment incroyable. Quand on étudie l'Europe et l'histoire de la construction européenne, on va bosser sur quel type de sources? On s'imagine qu'il y a des sources aussi très contemporaines. La télé, ça en fait partie? Ouais, tout à fait. En fait, tout est source pour l'histoire de la construction européenne. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup. Moi, je suis un historien des politiques économiques, sociales, environnementales. Donc je travaille surtout sur des sources d'archives de gouvernement surtout français, britannique, allemand et puis institutions européennes. Et puis j'ai travaillé aussi sur les archives des syndics
syndicats et du patronat. Mais en fait, tout fait histoire de la construction européenne. Voilà, certains étudient les musées, par exemple, pour voir comment les musées traitent ou ne traitent pas des sujets européens, de la mémoire. Bon, les journaux, évidemment, ça peut être les associations sportives. Voilà, comment est-ce qu'on a créé l'UEFA. Il y avait plusieurs championnats de foot, en fait, européens à la base. Donc, tout fait Europe. Et en fait, je pense que ce qui est un peu particulier avec l'histoire de la construction européenne, c'est, bon, on va dire, au sens strict, c'est un domaine, c'est-à-dire c'est tout ce qui a trait aux institutions européennes projetées ou réalisées, mais c'est aussi une approche qui vise à dépasser ce que Ulrich Beck appelait le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire de pas considérer que voilà, ce qu'on fait nous Français, c'est la référence absolue, nous on a raison et les autres, bon bah on voit comment ils se positionnent par rapport à eux. L'idée c'est de déconstruire y compris notre vision. Et même d'utiliser les archives étrangères pour mieux comprendre nous notre vision, y compris les conflits au sein du gouvernement français, ou je citerai des exemples, les conflits entre les différents acteurs français. Tu peux avoir évidemment des acteurs, une ONG environnementale qui va pas être de la même opinion qu'une entreprise française. Ou que le gouvernement lui-même pouvant être divisé. Donc au sein de la France, tu as aussi des différentes positions. Donc voilà, l'histoire de la construction européenne maintenant, c'est un domaine, mais plus généralement, c'est une approche. Et ça c'est même d'ailleurs pris en compte par des historiens qui n'ont rien à voir. Par exemple, Nicolas Marty a fait des études sur la source Perrier. Et dans le cadre de ces études, il a commis un petit article sur la manière dont les eaux minérales étaient définies au niveau européen, parce que ça fait des luttes d'influence entre les différents pays. Donc voilà, c'est pas un historien de la construction européenne, mais comme l'Europe touche maintenant à énormément de sujets, il a intégré ça dans une petite partie de son étude. À la base, pourquoi est-ce qu'on a voulu se rassembler à travers l'Europe? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'il faut toujours poser, parce que bon, je veux dire, la France, c'est un grand État, l'Allemagne, l'Italie, on aurait très bien pu vivre sans Europe. Alors pour moi, il y a la paix, mais je dirais qu'il y a trois motivations. C'est la paix, la prospérité et la liberté, la défense de la liberté. Alors bon, la paix, ça paraît un peu évident, mais il faut rappeler en fait que l'idée d'Europe, elle n'a pas commencé en 45, elle a commencé en 18-19. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de construction européenne, je dirais au sommet. Avant, il y avait déjà l'idée apparaissait. On parle de Victor Hugo. Voilà, mais c'était plus chez les intellectuels. Le moment où on a vraiment commencé à parler d'Europe parmi les hommes et les femmes politiques, c'est après la Première Guerre mondiale, parce que c'est la première guerre vraiment industrielle, avec des morts aussi malheureusement de manière industrielle. Je cite souvent une statistique que j'ai vue dans une étude de François Héran, le démographe, à mes étudiants. Donc si tu prends les Français, les hommes nés en 1894, donc il y avait 20 ans en 1914. Donc tu prends 4 Français, bon déjà il y en a un qui meurt avant 14, mortalité infantile, juvénile. Il en reste 3 et il y en a un qui meurt à la guerre, et puis bon voilà, sans doute un qui est plus ou moins gravement blessé. Donc sur les 3 Français nés en 1894 qui sont encore vivants en 14, il y en a un sur les 3 qui meurt à la guerre. Il y a eu 1 400 000 morts en France, et là on parle même pas de la grippe espagnole en fait, on parle juste des morts vraiment strictes au conflit, donc qui sont essentiellement des hommes, c'est-à-dire les morts directes, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, on s'est bien rendu compte que c'était pas possible de continuer comme ça, parce que si on continue à se faire la guerre à une époque industrielle, on allait tous disparaître. Donc ça, c'est la paix. Je pense que c'est évident. Alors pendant des années, je disais ça à mes étudiants. Les étudiants me disaient ouais, bon, la paix, c'est bon, c'est une donnée de base, qu'on va pas se faire la guerre entre Français et Allemands. Bon, maintenant qu'on a eu la guerre en Ukraine, on voit que c'est pas si évident que ça. Puis on a eu la guerre en ex-Yougoslavie il y a pas très longtemps. Alors deuxième chose, c'est la prospérité. Là, c'est toujours pareil. On est en 18-19. Nous, Européens, on se rend compte que la grande puissance, c'est les États-Unis. Après, il y a le Japon, l'URSS, après, qui a connu une très forte croissance dans les années 20, et puis qui devient une grande superpuissance en 45. Et donc, on se dit, pour être riche et pour être prospère, il faut avoir un grand marché ou un grand ensemble. D'où la nécessité de se regrouper. Donc, l'idée commence en 18. Et elle est renforcée après en 45. Et ce qui est intéressant, c'est que en France, on cite aussi en exemple l'URSS. Pourtant, l'URSS, c'est pas un marché capitaliste, mais j'ai retrouvé une émission de 57, les actualités, qui parle du traité de Rome, dont on parlera plus tard, qui crée notre Union européenne, enfin l'ancêtre de notre Union européenne. Et on cite comme exemple les États-Unis. On vous dit, voilà, les États-Unis, c'est un grand marché, donc on vous montre des magasins pleins de viande, c'est la prospérité. Et on cite en exemple aussi l'URSS. Là, on montre des grosses usines, des gros barrages. On dit voilà, ça aussi, c'est un pays qui est prospère parce qu'il est grand. Et puis donc, paix, prospérité. Et puis troisième chose, la liberté.
Et là, c'est important parce que l'Europe dont je parle, moi, c'est une Europe démocratique, libérale. Alors, certes imparfaite, hein, il y avait la colonisation, il y avait beaucoup d'inégalités, mais c'est quand même un processus volontaire, à la différence de la colonisation, à la différence de processus impériaux, ou à différence aussi, à l'époque médiévale, moderne, de réunion d'États par des alliances matrimoniales. Là, c'est l'Europe vraiment démocratique et libérale. Donc, paix, prospérité, liberté, pour moi, c'est les trois motivations. On nous dit dans le chat, hein, puisqu'on est en direct sur Twitch pour ceux qui écoutent en rediff, que effectivement Victor Hugo avait parlé d'États-Unis d'Europe. Oui, en fait, mais c'était ça était un peu à la Victor Hugo, donc très romantique. Et il avait, alors je te cite de mémoire, mais il avait dit, voilà, bientôt, il faudrait qu'à l'avenir les différences entre la France et l'Italie soient les mêmes qu'entre la Champagne et la Provence, quoi. Voilà, et qu'on soit tous frères. Donc c'est une grande idée fraternelle. C'était en 1848-1849, à l'époque de la Révolution des peuples qui a eu lieu en France, mais aussi en Europe. Et donc il y avait déjà cette idée. Il y avait chez Saint-Simon aussi une idée d'Europe, alors là un petit peu plus industrielle. À l'époque de la Révolution industrielle, il faut adapter les structures à l'Europe des chemins de fer, quoi. Il y avait l'abbé de Saint-Pierre aussi, donc ça c'était au XVIIIe siècle, c'était plus une idée des Lumières. Pour éviter de se faire la guerre, créons un espèce de conseil des États européens qui résolveraient les conflits. Donc voilà, l'idée était présente, mais je dirais chez les intellectuels, et vraiment l'impératif, c'est après 18, parce que là, les Européens, et y compris leurs hommes politiques, se rendent compte qu'il faut organiser, disons, les relations internationales en Europe autrement. Et alors, après 18, comment ça va se passer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale? Parce que s'il y a cette idée qui germe à l'issue de la Première Guerre mondiale, bon, ça n'empêche pas la deuxième. Ouais, non, c'est vrai. Donc, en fait, on est dans une période qu'on appelle rétrospectivement l'entre-deux-guerres. Ça a été un échec du point de vue de la coopération internationale, mais il y a eu des tentatives, notamment dans les années 20, on va dire surtout de 24 à 29. Il faut pas voir les années de l'entre-deux-guerres comme une montée inexorable des fascismes et de l'hitlérisme. Entre notamment 24 et 29, il y a eu beaucoup de tentatives de coopération européenne et internationale dans le cadre de ce qu'on appelait la SDN, la Société des Nations. Et juste un exemple, on a Aristide Briand, qui est le ministre des Affaires étrangères français. Donc c'est quand même un responsable politique. Là, c'est plus Victor Hugo ou Saint-Simon. Aristide Briand qui propose à la tribune de la SDN, donc c'est l'équivalent de l'ONU, ce qu'il appelle d'établir un lien fédéral entre les États européens. Alors à l'époque, le lien fédéral, la fédération, ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il voulait pas créer les États-Unis d'Europe, mais il voulait créer une espèce d'organisme de coopération permanente entre les États européens, notamment singulièrement pour résoudre les tensions franco-allemandes qui étaient très fortes. Donc voilà, c'est quand même une proposition au sommet par la France, le ministre des Affaires étrangères français. Simplement, il fait cette proposition en septembre 29, et un mois plus tard, en octobre 29, on a le krach de Wall Street, crise économique, déstabilisation de différents pays, crise bancaire en Autriche, crise en Allemagne. Bon, voilà. Ensuite, et puis surtout repli protectionniste américain, britannique. Donc voilà. Là après, c'est les années 30 et le retour des nationalismes. Donc c'est l'idée d'Europe est complètement inaudible. Donc il faut vraiment la Deuxième Guerre mondiale avec le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Déjà la défaite française, la défaite en 40, je parle, qui est quand même un traumatisme, même si on gagne à la fin, défaite en 45, la Shoah, pour que les Européens se disent maintenant il faut vraiment faire quelque chose. En quelque sorte, il a fallu faire la guerre pour préparer cette paix, quoi. Voilà, et puis après, on en parlera après. Il y a aussi le fait qu'après 45, les États-Unis décident de s'investir plus pour, stabiliser le continent européen, notamment le camp occidental, qui était leur zone d'influence. Et donc ça change aussi beaucoup parce que les États-Unis soutiennent les efforts d'organisation du continent parce que ça va aussi dans leur sens. Alors cette idée donc elle est repoussée après, elle est reprise après la Seconde Guerre mondiale. Tu peux nous dire comment? Alors tu viens de nous expliquer sur les États-Unis, ils y avaient leur intérêt, mais parmi les pays européens, comment on se remet un peu à reparler de tout ça? Alors en fait, il y avait plusieurs facteurs. Bon, déjà dans la résistance, certains mouvements de résistance, de toute façon, estimaient qu'il fallait reconstruire l'Europe sur des nouvelles bases. Alors bases déjà socio-économiques, c'est ce qu'on a appelé après l'État-providence, et c'est ce qui s'est fait dans beaucoup de pays européens. Et puis aussi, trouver une autre organisation du continent européen qui permette d'éviter les conflits.
Alors ça, c'était assez vague dans les différents programmes de la résistance, mais c'était une idée un petit peu sous-jacente. Ensuite, pour les différents pays, il y avait la volonté de trouver une solution à ce qu'on appelait à l'époque le problème allemand. D'ailleurs, y compris des historiens allemands utilisent le terme. Globalement, l'idée, c'est que du fait de la guerre froide, les anglo-saxons, les américains, les britanniques veulent reconstruire assez rapidement l'Allemagne. Nous, en France, on voulait une Allemagne faible. Bon, les Anglais et les Américains disent oui, ok, mais il ne faut pas trop l'affaiblir parce qu'il y a l'URSS en face, il faut reconstruire le camp occidental. Et avoir aussi, on a une base industrielle déjà puissante au centre de l'Europe, et c'est idiot de s'en passer. Et donc ça crée un problème parce que l'Allemagne, ça reste l'État le plus peuplé et le plus riche économiquement. Donc comment l'encadrer? Et puis il y a l'aspect reconstruction. J'ai parlé des trois, donc il y a paix, prospérité et puis liberté. Donc paix, bon, on comprend bien. Prospérité, l'idée c'est toujours la même, c'est de dire que si on crée un grand marché, il sera plus efficace. Alors c'est dans une vision libérale, libre-échangiste, mais c'est aussi dans une vision, je l'ai dit tout à l'heure, un peu fonctionnelle, parce que même ceux qui admirent l'URSS se disent il faut un grand espace pour avoir des grosses usines, pour avoir, voilà, c'est l'idée productiviste de l'époque. C'est d'ailleurs une idée qui avait été lancée, j'en parle dans mon bouquin, par Keynes en 1919. Keynes, qui est un économiste libéral, mais quand même assez interventionniste, disait bon voilà, après 18, on a créé plein d'États. Des petits États qui n'existaient pas avant 14, c'est tous les États d'Europe centrale et orientale, mettons Tchécoslovaquie, tout ça. Et donc, ça entrave le commerce. Il faut absolument avoir un accord douanier européen pour faciliter la reconstruction après 18. Et on garde la même idée après 45. Donc, paix, prospérité, liberté. Liberté, là, c'est l'idée d'organiser le camp occidental face à l'URSS. C'est une idée américaine, mais c'est aussi une idée européenne. C'est les Européens qui ont demandé aux Américains de rester en Europe. Enfin, les Européens atlantistes qui ont demandé aux Américains de rester en Europe et de maintenir des bases militaires permanentes. Donc, voyez, ça, c'est les trois motivations. Je dirais de la majorité des Européens, pas de tous. En France, par exemple, on a 20% de Français qui votaient communistes, qui n'étaient pas pro-européens. Quelques autres aussi à droite qui l'étaient pas, mais on avait une majorité qui était favorable à cette, disons, à la construction européenne et à une organisation atlantique. Après, avec différentes évolutions. Les gens n'étaient pas forcément axés sur un type particulier de construction européenne. Oui, c'est comme aujourd'hui, quand tu dois voter pour un référendum ou même un parti, tu adhères rarement à 100% au truc, tu as toujours des nuances, chacun a son petit truc à ajouter. On a parlé tout à l'heure du 9 mai, qui est devenu la fête de l'Europe. Pourquoi le 9 mai ? Alors déjà, le 9 mai, c'est en référence au 9 mai 1950, la déclaration de Schuman. Donc c'est une date facile à retenir parce que c'est 5 années et un jour après la fin de la guerre. Et c'est le jour où donc le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman propose une déclaration de coopération envers l'Allemagne pour une coopération donc dans le charbon et l'acier, et il propose de créer des institutions européennes qui sont en partie fédérales, c'est-à-dire qui pourront imposer un arbitrage aux Français et aux Allemands s'ils sont en conflit. Et ça, c'est les deux nouveautés de la déclaration Schuman, c'est-à-dire que c'est la première fois que la France propose quelque chose à l'Allemagne de manière égalitaire, 5 années après la fin de la guerre, donc c'est un peu le début de la réconciliation franco-allemande. Alors, sachant qu'à l'époque, la France était vraiment beaucoup, beaucoup plus influente que l'Allemagne. L'Allemagne avait juste une année d'existence, donc c'est pour ça que la France, étant tellement plus importante diplomatiquement, elle pouvait proposer une coopération avec l'Allemagne sur une base égalitaire, mais juste dans un domaine économique précis, charbon-acier. Et la deuxième nouveauté, c'est que on veut des institutions en partie fédérales, et ça, c'est les Français qui le demandent. Ils veulent pas créer une fédération européenne, mais ils veulent qu'il y ait un arbitre qui impose, notamment aux Allemands, les mêmes règles économiques qu'en France. Pourquoi ? Parce que en fait, à l'époque, on s'inquiétait beaucoup de la reconstruction rapide de l'Allemagne, notamment de son industrie sidérurgique, l'acier. Aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, on a de l'acier partout, notamment pour la reconstruction, pour les ponts, pour, je sais pas, on va faire des locomotives, et puis on avait besoin de l'acier aussi pour le béton armé. Le béton armé, c'est fait avec des tiges d'acier au centre. Donc, pour reconstruire un pays, on avait absolument besoin de l'acier. Enfin, on en a encore besoin aujourd'hui. Et l'industrie allemande de l'acier commençait à dépasser de nouveau l'industrie française au début 50, donc ça inquiétait beaucoup les Français. Et l'idée, c'était de dire, on va imposer les mêmes règles aux Français et aux Allemands, notamment sur le plan du charbon, parce que les Allemands avaient un avantage sur nous, c'est qu'ils avaient du charbon moins cher
et de bonne qualité. C'était le charbon de la Roure. Nous, on manquait de charbon. Et donc, les Français se disaient, il faut qu'on ait une structure commune qui impose aux entreprises allemandes de vendre leur charbon au même prix à leurs entreprises et à nos entreprises. Parce que pour faire de l'acier, tu as besoin de beaucoup de charbon, à la fois pour chauffer, mais aussi pour mélanger. Parce que, en fait, l'acier, ça n'existe pas dans la nature. Hein. C'est du minerai de fer que tu mélanges avec du charbon, mais du charbon de bonne qualité, du charbon à coque. C'est pour ça que dans l'album de Hergé, Tintin s'appelle Coq en stock, parce que le coq, c'est noir, et c'était une histoire de trafiquants d'esclaves. Donc, du charbon à coque, du minerai de fer, tu mélanges, et si tu as du bon charbon à coque, ça fait en bas de ton fourneau coule de l'acier de bonne qualité. Et eux, les Allemands, avaient beaucoup plus de charbon à coque que nous, moins cher, et ils s'entendaient entre entreprises charbonnières, entreprises sidérurgiques. Donc nous, les Français, on se disait, voilà, la seule chance qu'on a pour être pour reconstituer une industrie puissante face à une telle puissance allemande, c'est d'avoir des règles communes qu'on imposerait dans cette communauté. Et pourquoi le 9 mai aussi? Dernière chose, pourquoi les Français ont proposé ça le 9 mai? Parce que le 10 mai, il y avait une réunion à Londres où les anglo-saxons, les Britanniques et les Américains allaient proposer de lever beaucoup de restrictions sur l'économie allemande. Donc les Français étaient un petit peu au pied du mur, se disaient, bon, soit on va nous imposer des choses qu'on veut pas au niveau de l'occupation allemande, soit on essaie de créer quelque chose pour ancrer l'Allemagne à nous, une espèce de créer une solidarité de fait, en fait, c'est ce qu'avait dit Robert Schuman, une solidarité de fait pour que voilà, on puisse plus faire la guerre et qu'on contrôle l'Allemagne par cette communauté européenne du charbon et de l'acier, même si c'est un contrôle finalement commun, quoi. Et dernière chose, voilà, c'est une déclaration qui est ouverte aux autres pays, donc il y en a 6 qui vont faire partie, voilà, de cette première communauté européenne. Ouais, c'est une coopération, mais c'est aussi d'abord un move protectionniste quand même de la part de la France. Enfin, la manière dont tu le présentes en tout cas. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est oui. Alors moi, je l'ai présenté peut-être de manière un petit peu. Moi, tu sais, je suis un historien de l'économie, du social, et donc du coup, j'aime bien revenir aux aspects un peu matériels. Mais il y a des aspects idéalistes aussi, si tu veux. Dans la déclaration Schuman, il est fait référence. Je crois qu'à un moment, il est fait référence de mémoire aux efforts qui depuis 20 ans ont été entrepris pour faire l'Europe. Et depuis 20 ans, ça fait référence justement, on était en 50, ça fait référence justement au discours, à la proposition de Briand de 29. Donc non, il y a aussi un aspect idéaliste, il faut faire la paix, se réconcilier, ça c'est vrai. Mais après, je donne les raisons un peu concrètes parce que beaucoup d'historiens, notamment britanniques, un historien britannique qui s'appelle Alan Millward, un Américain qui s'appelle John Gillingham, ont beaucoup insisté sur ces raisons matérielles en disant bon, attendez, les Français, c'était aussi dans leur intérêt parce que il y avait un plan là, ce qui s'appelait le plan Monnet de reconstruction du pays, et globalement, il fallait qu'il y ait une construction européenne pour imposer aux Allemands les mêmes règles que nous, et aussi pour trouver des débouchés, notamment à l'industrie et surtout à l'agriculture française. Alors, tu nous parles de plan Monnet. Il s'agit pas de monnaie écrit M-O-N-E-Y, mais plutôt de M-O-2-N-E-T, d'un certain Jean Monnet. C'était qui Jean Monnet et quel rôle il a joué justement? Oui, alors en fait, la déclaration Schuman, c'était Jean Monnet qui l'a écrit, donc c'est pour ça que les deux sont importants, Jean Monnet et Robert Schuman. Alors Robert Schuman, bon, lui, c'est un homme politique. Alors ce qui est intéressant de Robert Schuman, c'est que c'est quelqu'un qui est né en 1886 dans la Lorraine, mais allemande. Il était de langue luxembourgeoise, donc jusqu'à ses 30 ans, en fait, 32 ans, il était allemand. Puis il est devenu français après, député français. Et donc il a toujours été orienté vers l'aspect de coopération franco-allemande. Il était en fait assez, contrairement à ce qu'on dit, assez méfiant envers l'Allemagne parce qu'il avait été choqué par des violences envers les civils déjà pendant la Première Guerre mondiale. Mais lui, donc, c'est un peu le canal politique, en fait. Et celui qui crée l'idée de communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est Jean Monnet, qui était commissaire général au plan. Donc, ça existe toujours, mais à l'époque, le commissaire au plan était vraiment beaucoup plus important. Et Jean Monnet, c'est vraiment un personnage très, très original dans l'histoire française parce que, bon, déjà, c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. C'est le fils d'un marchand de cognac et à 16 ans, son père l'envoie à Londres pour apprendre le métier, parce que le cognac, aujourd'hui, comme à l'époque, est beaucoup vendu à l'étranger, notamment dans les marchés anglo-saxons. Et donc Jean Monnet, il a l'histoire, il a l'image. Là, à l'époque, il est né aussi à la fin du 19e, en 1888. À l'époque, il était déjà assez âgé, et puis son nom est associé à la construction européenne, aux institutions, une image assez technocratique. Alors qu'en fait, c'était un aventurier. Puisqu'à 16 ans, il est parti à Londres. Quelques années plus tard, il était au Canada pour vendre du cognac aux trappeurs. Il revient de cette expérience en 14
pour proposer au président du Conseil de l'époque, qui était à Bordeaux en repli face à l'offensive allemande, ses services pour favoriser la coopération interalliée. Et il est embauché pour favoriser la coopération interalliée, la coopération franco-britannique, sur le plan logistique, parce qu'il avait une connaissance, en fait, notamment de ce qu'on appelait les frettes, c'est-à-dire des flottes de transport de l'Atlantique. Et on a apporté beaucoup de choses, notamment du Canada, qui était dans l'Empire britannique. Donc, il s'occupe de coopération interalliée pendant les deux guerres. Il est à la SDN à un moment, il est banquier aux États-Unis. Et puis, il y a aussi toute une histoire avec sa femme, qui est assez romantique, parce qu'il enlève sa femme, Sylvia, qui est une peintre italienne, à son mari, parce qu'il pouvait pas divorcer, c'était interdit à l'époque, et donc ils doivent aller à Moscou, dans la Moscou de Staline, parce qu'à l'époque Jean Monnet était embauché à Shanghai aussi, c'était un peu particulier. Ils doivent aller dans la Moscou de Staline pour que Sylvia en fait prenne la nationalité soviétique et divorce, et puisse épouser Jean Monnet. Donc, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'occupe encore de coopération interalliée. Donc Jean Monnet, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours c'est toujours occupé, très cosmopolite, c'est toujours occupé de coopération internationale, notamment entre la France, la Grande-Bretagne et les Américains. Et donc, voilà, c'est un personnage inclassable. Les élites françaises, notamment, en général, sont à haut niveau d'éducation. Bon, Jean Monnet, il a quitté l'école à 16 ans. Il connaissait l'anglais. À l'époque, c'était très rare. Il avait toute cette expérience que n'avaient pas les autres hommes politiques français, hauts fonctionnaires internationaux à la SDN, banquiers. Donc lui, il est nommé commissaire au plan par De Gaulle en 1945, parce qu'il a justement cette expérience des affaires économiques internationales, parce qu'à l'époque, l'idée, c'était quand même d'essayer de récupérer le maximum de financement américain. Et Jean Monnet, voilà, se rend compte qu'au bout d'un moment, pour reconstruire le pays, alors jusqu'en 49, on a eu des rationnements en France, hein, donc la reconstruction du pays, elle n'était pas faite comme ça en un an. Hein, c'était vraiment une grosse affaire. Donc en 50, le pays n'est pas complètement reconstruit encore. Et malheureusement, du point de vue français, on voit cette Allemagne qui redevient puissante et surtout unifié, hein, au moins sur la partie occidentale, mais déjà rien que l'Allemagne de l'Ouest, c'était déjà plus peuplé que la France. Et donc voilà, il se dit, il faut trouver une solution pour contrôler et profiter de ce potentiel allemand et le mettre au bénéfice de l'Europe en fait. Et donc son idée, c'est de mettre les souverainetés en commun dans des petits domaines pour ensuite lancer un mouvement de rapprochement des peuples européens. Alors contrairement à ce qu'on dit, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ça met pas en commun le charbon et l'acier européen. C'est-à-dire qu'il y a toujours, les charbonnages de France, des entreprises charbonnières allemandes, mais ça met en commun, disons, les règles économiques, quoi. C'est-à-dire il y aura les mêmes règles au niveau des prix, de la concurrence, des tarifs douaniers, quoi. Voilà. Et ça, c'est l'idée de Jean Monnet de dire voilà, il faut pas se contenter d'un accord international type ONU. Il faut mettre en commun des souverainetés sur des domaines particuliers. Donc là, par exemple, des législations commerciales communes avec un arbitre qui va surveiller leur exécution. Parce que sinon, si on part juste un accord international, ça va se déliter. Jean Monnet disait rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. Ouais, alors la question qu'on peut alors déjà il y a un petit aparté dans le chat, les gens veulent une série sur la vie de Jean Monnet, clairement, parce que il a l'air assez incroyable. D'ailleurs il y a quelqu'un qui s'y connaît visiblement qui dit mais il y a une rumeur comme quoi c'était peut-être un agent de la CIA. Oui, alors on peut en parler tout de suite. Oui, je voulais parler un moment de l'Europe américaine. Alors en fait effectivement comme c'est quelqu'un qui était très pro-américain, du coup il y a eu des rumeurs sur le fait que Jean Monnet était payé par la CIA. Bon, en fait Jean Monnet n'avait pas forcément besoin d'être payé par la CIA parce qu'il était très pro-américain à la base en fait. Donc il faisait partie de ces Français atlantistes. Et lui avait beaucoup aussi de réseaux aux États-Unis parce que il avait travaillé, je te dis, au Canada dès ses 18 ou 19 ans. Alors c'est pas les États-Unis, mais il avait quand même une connaissance de l'Amérique du Nord. Il avait été banquier à un moment et ensuite il avait été ruiné par la crise de 29. C'est pour ça qu'après il s'était retrouvé à Shanghai. Et puis pendant la guerre, effectivement, il s'était beaucoup occupé aussi de coopération interalliée. Et donc, comme il était très pro-américain, très pro-européen, il a suscité effectivement toute une littérature un peu complotiste contre lui. Mais c'est Jean Monnet, il était effectivement très pro-américain, mais c'était pas pour autant un agent de la CIA. On en reparlera un petit peu de la CIA tout à l'heure. Juste une petite question comme ça qui me vient. Quand tu dis que il va y avoir en gros une commission indépendante qui va réguler les règles autour d'une activité sur plusieurs pays, comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette commission
elles soient vraiment indépendantes. Si tu as des Français qui sont dedans, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils tirent pas la couverture à eux? Non, bah ça c'est toujours la même question sur l'indépendance par exemple des juges. Donc en fait on crée deux institutions un peu particulières, la haute autorité et la Cour de justice. Bon, la haute autorité globalement c'est l'ancêtre de la Commission européenne aujourd'hui, et puis la Cour de justice elle existe toujours à Luxembourg. Et les commissaires européens, alors à l'époque on appelait ça les hauts commissaires, mais disons les commissaires européens y compris aujourd'hui. Là aujourd'hui notre commissaire c'est Stéphane Séjourné. Il est écrit dans les traités depuis l'origine qu'ils sont indépendants, qu'ils doivent pas recevoir d'instructions des gouvernements. Alors après quand on regarde dans les archives, on voit que bon, globalement, c'est pas le cas, mais on trouve quand même des choses quand même pas très claires. Mais comment dirais-je, voilà, normalement, ils doivent décider en fonction de l'intérêt européen. C'est pour ça que les commissaires européens disent jamais, la France ceci, la France cela. Ils disent le pays que je connais le mieux, voilà. Alors effectivement, ils sont influencés par leur culture nationale, par leur culture politique aussi entre droite et gauche, mais ils doivent normalement décider indépendamment de leur pays, un peu comme un juge dans un tribunal, quoi. Et alors cette première expérience de mise en commun, du coup, ça se passe comment? Alors ça se passe globalement bien, mais ça crée pas du tout les États-Unis d'Europe. C'est-à-dire que voilà, Jean Monnet pensait que on allait commencer par le charbon et l'acier, puis après on allait venir, je sais pas, mettons au pétrole parce que c'est notre énergie, au transport parce que c'est important pour. Bon, en fait, c'est pas tellement ce qui se passe. Donc voilà, le marché commun du charbon et de l'acier est mis en place assez rapidement, c'est-à-dire que c'est la libre circulation. Il y a quelques travaux, notamment sur la sécurité dans les mines. Il y a eu un gros accident à Marcinelle en 56 en Belgique avec 262 morts, dont la moitié d'Italiens. C'était des immigrés italiens, et donc ça suscite. Alors c'est beaucoup moins que les 1000 morts de Courrières que tu as évoqué dans une précédente émission. 1099. D'ailleurs, il y avait 3 Varlousais dans les morts de Courrières, hein, parce que je t'ai dit que ma famille du côté Varlousais était du Pas-de-Calais. Et voilà. Donc ça, par exemple, la catastrophe de Marcinelle suscite quelques travaux sur la sécurité dans les mines, mais bon. Pas grand-chose en fait, hein. Il y avait toute une partie un peu Europe sociale, Europe industrielle qui était dans le traité CECA, mais qui n'a pas été développée. C'est resté essentiellement un marché du charbon et de l'acier. Alors il y a des travaux quand même qui sur le plan Europe sociale qui sont lancés sur la sécurité, ce qu'on appelait à l'époque la sécurité sociale des travailleurs migrants. C'est en fait s'assurer que ces migrants italiens, quand ils quittent leur pays, ils gardent des droits à la sécurité sociale. Et aussi que ce qu'on appelait les ayants droit, c'est-à-dire leur famille, aient le droit aussi à la même protection sociale dans le pays, dans leur pays d'accueil que les nationaux. Alors c'était très important, notamment dans les mines, parce qu'il y avait une mortalité précoce, et donc c'était notamment le droit à la veuve de rester dans le logement et de percevoir aussi évidemment une pension de veuvage, et puis la possibilité aussi de percevoir une retraite quand ils rentraient dans leur pays. Donc ça, c'est les premiers travaux qui sont menés, d'ailleurs en relation avec le BIT, le Bureau international du travail, mais et ça va déboucher après sur des choses dans les années 60-70, mais tu vois, c'est assez modeste en fait pour l'instant. Au début, l'Europe de la CECA, on pensait que c'était l'Europe du marché, l'Europe de l'industrie, l'Europe sociale. Bon, ça a été surtout l'Europe du marché. Et parce que l'Europe sociale s'est développée surtout au niveau national. Voilà, en France, c'était le statut du mineur, toute la reconnaissance de la silicose comme une maladie professionnelle, tout ça s'est fait au niveau français. C'était pas du tout fait au niveau européen. Jusqu'à 1957. Voilà, et donc en 57, là il y a un changement parce que on crée le traité de Rome, qui est à la base en fait de notre traité actuel, qui crée aujourd'hui c'est le traité de Lisbonne. Le traité de Rome, donc, il est signé entre les mêmes 6 pays que les traités de la CECA, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, et puis les 3 petits pays du Benelux, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Et alors, le traité de Rome est important parce que nous, en tant que Français, toi, Benjamin et moi, et puis les Européens, on a des droits qui sont liés à des traités, le traité de Lisbonne, mais ces traités, ils sont assez largement ils reprennent assez largement le traité de Rome de 57. Moi, par exemple, une fois, j'ai des juristes qui m'ont invité à un colloque parce que les règles de concurrence changeaient au niveau européen, et ils voulaient savoir en fait ce qui avait été prévu initialement dans le traité de Rome, parce que les articles sur la politique de la concurrence étaient les mêmes, et donc ils recherchaient ce qu'ils appelaient l'intention initiale des rédacteurs du traité de Rome. Donc aujourd'hui, voilà, on a des droits en tant qu'Européens qui datent du traité de Rome de 57. Alors pourquoi est-ce qu'on conclut le traité de Rome? Pourquoi est-ce qu'on relance la construction européenne à cette époque-là? Qu'est-ce qui s'est passé en 57? En fait, il y a eu plusieurs événements. Bon, déjà, alors je dirais sur un plan purement européen, chez les européistes, on se rend compte que voilà, la CECA
Bon, c'est intéressant, mais c'est quand même assez limité. Il y a eu un projet d'armée européenne aussi dont on reparlera qui a complètement échoué. Donc on se dit bon, mais la construction européenne c'est intéressant. Là, je parle un petit peu de la majorité un peu centriste pro-européenne, mais il faut le relancer avec un marché commun. Voilà, ce sera un marché commun de tous les produits. On fait un marché en Europe, ce que voulait faire Keynes, hein, donc du coup en 1919. Voilà, donc ça c'est l'aspect un peu fonctionnel, un peu économique. Alors pour nous les Français, c'était intéressant notamment pour l'agriculture. Le plan Monnet prévoyait de mécaniser complètement l'agriculture française pour qu'elle devienne vraiment une agriculture très exportatrice, mais pour ça il faut des débouchés. Or, l'agriculture c'est un domaine très protectionniste et pour s'assurer des débouchés, il fallait conclure des traités internationaux biannuels sur 1 an, 2 ans, 5 ans. Là, l'idée de l'Europe, c'était qu'on allait avoir un grand marché ouvert en permanence aux produits agricoles français. Puis aussi à l'industrie française qui se reconstitue. On avait des secteurs exportateurs, par exemple l'automobile avec Renault. Donc ça, c'était un peu la raison un peu fonctionnelle économique. Et puis, il y avait une raison un peu géostratégique, je dirais. C'est pour ça que des gens comme De Gaulle, dont on va reparler après, n'étaient pas forcément hostiles à cette construction européenne, même s'ils n'étaient pas du tout fédéralistes. C'est de dire qu'il faut essayer de constituer un pôle européen face aux Américains et face aux Soviétiques. Alors ça, c'est surtout une idée française, mais en fait, ça a suscité un intérêt aussi chez les autres pays européens. À l'époque, on a eu ce qu'on appelait la crise de Suez en 56. Qui était un épisode un peu bizarre. Nasser, donc qui était le grand président égyptien, figure de proue de la décolonisation, avait nationalisé le canal de Suez aux dépens des actionnaires français et britanniques. Et nous, les Français, avec les Britanniques, ce qu'on fait, c'est on a une réaction impérialiste traditionnelle, un peu à la Trump aujourd'hui. On se dit, on va faire une opération militaire contre Nasser. On va reprendre le canal de Suez. Alors, en plus, pour nous, les Français, Nasser était particulièrement irritant parce qu'il soutenait les nationalistes algériens. C'était le début de la guerre d'Algérie. Et donc, on monte une opération qui, aujourd'hui, paraît assez incroyable, avec les Israéliens, une opération secrète. Les Israéliens vont attaquer les Égyptiens et nous, on va envoyer une force de pacification, d'interposition entre les Israéliens et les Égyptiens. Bon. On fait tout cela de manière secrète, en se coordonnant avec les Israéliens, et sans informer les Américains. Enfin, disons, on les informe un petit peu à demi-mot, mais on leur dit pas trop, quoi. Et puis, on lance notre opération, voilà, tout se passe bien au niveau militaire. Bon, sauf que les Soviétiques sont scandalisés, protestent de manière véhémente, et les Américains, Eisenhower dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez même pas prévenu. Enfin, voilà. Donc, on a maintenant les transcriptions des conversations téléphoniques là entre notamment Eisenhower et Eden, le premier ministre britannique, et on voit bien qu'Eisenhower est horrifié. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et donc, du coup, les Européens, les Américains, les Russes protestent, et les Français et les Britanniques sont obligés de rembarquer leurs troupes. Et du coup, les Britanniques et les Français en tirent deux conclusions opposées. Les Britanniques se disent, bon, maintenant, on fait plus rien sans les Américains. Et les Français se disent, bon, on voit bien qu'on peut pas compter sur les Américains. Ok, c'est nos alliés. On a besoin d'eux, mais bon, il faut qu'on trouve un moyen de s'affirmer de manière indépendante parce qu'on n'est même plus libre d'agir chez nous dans ce que les Français considéraient comme étant leur empire informel, quoi, dans leur espace colonial ou post-colonial. Et donc, c'est une des motivations aussi des Français pour faire la construction européenne. Et puis à l'époque aussi, il y a un autre événement, mais qui a lieu un peu après le traité de Rome, donc c'est pour ça que chronologiquement c'est pas la même chose, mais qui joue, c'est que l'URSS devient un État aussi qui impressionne beaucoup. L'URSS lance le Spoutnik en 1957, donc c'est fin 57, c'est après le traité de Rome qui a été signé début 57. Mais je veux dire, ça montre bien que pour les Français de l'époque, mais aussi pour les Allemands, les Italiens, voilà, on a l'impression que l'URSS c'est aussi un pays qui se développe beaucoup parce que c'est un grand État. C'est un peu à l'époque c'était la mode ou l'obsession des grands espaces, et donc on a ce journal dont je t'ai parlé, c'est un journal je crois de janvier 57. On est au moment ou de juillet 57, enfin on est au moment où il y a un débat à l'Assemblée sur le traité de Rome, et les actualités françaises montrent en exemple le marché américain, le marché soviétique. Alors, c'est l'idée des grands espaces. Donc vous voyez, c'est pour toutes ces raisons qu'on relance la construction européenne, des raisons économiques, des raisons géostratégiques. Et on se dit que on garde globalement, on reprend le modèle de la CECA, mais on l'étend à tous les secteurs en faisant, on en reparlera, un espèce de marché, mais un marché régulé, un marché avec des règles communes. Et donc pour qu'il y ait des règles communes qui soient vraiment appliquées, il faut quand même des institutions
relativement forte, donc d'où la commission, la Cour de justice. Mais bon, c'est les États membres qui restent essentiellement à la manœuvre. On nous demande dans le chat au niveau des territoires coloniaux, est-ce que tout ça a joué un rôle aussi? Parce qu'on peut imaginer que les empires coloniaux, c'est surtout des empires européens. Qu'en se fédérant tous ensemble, ils ne seraient pas contenus dans le cadre purement géographique européen, en fait. D'un coup, ça irriguerait dans le monde entier, en fait. Ouais, alors ça, c'est assez ambigu, le rapport à la colonisation, parce que d'un côté, tu as beaucoup d'Européens qui pensent, un peu comme Monet Schuman, qui pensent surtout à l'échelle européenne, et puis tu en as d'autres qui veulent associer ça avec la colonisation, en se disant, on va créer l'Eurafrique. Donc Europe-Afrique, et ça se matérialise un petit peu avec le traité de Rome en 57, parce que Gaston Defferre, qui était le ministre, qui était le grand maire de Marseille, qui était ministre de ce qu'on appelait à l'époque les territoires d'outre-mer, où globalement c'était les colonies, États, enfin tous les territoires non métropolitains, non hexagonaux, on va dire. Se disent on va profiter du traité de Rome pour en fait créer un fonds, on appelait ça le Fonds européen de développement, pour financer les territoires d'outre-mer. Sauf que évidemment le fonds va être financé par les 6 pays et les territoires d'outre-mer, c'est essentiellement des territoires français plus le Congo belge. Donc c'était aussi une opération financière qui était gagnante pour nous. Mais en même temps, la colonisation, c'était quelque chose qui était pas mal critiqué par nos partenaires. Donc du coup, les Allemands, les Italiens, par exemple, étaient assez méfiants par rapport à ça et ils voulaient pas trop être associés à la colonisation française. Il y avait la guerre d'Algérie à l'époque qui était très impopulaire chez nos partenaires. Qui a aussi créé beaucoup de divisions en France. Donc voilà, c'est assez ambigu. D'ailleurs, la guerre d'Algérie a créé une crise financière française qui a failli faire capoter l'application du traité de Rome, en fait, parce que nous, on était à cause de la guerre d'Algérie, on avait beaucoup de déficits, de dépenses, d'inflation, et donc on n'arrivait pas vraiment à remplir nos obligations en matière d'ouverture commerciale. C'est De Gaulle qui ensuite rétablit la situation quand il revient au pouvoir et qui permet au traité de Rome d'être appliqué. Justement, De Gaulle, c'était quoi sa position sur cette construction européenne? Alors, De Gaulle, oui, c'est vraiment un personnage assez fondamental. Moi, j'ai étudié pas mal pour ma thèse, parce que ma thèse, c'était sur la France et les débuts de la construction européenne, là, dans ces années-là, de 55 à 69. Alors, De Gaulle, c'est pas quelqu'un d'hostile à la construction européenne, mais c'est quelqu'un qui est favorable à une Europe qui est pas fédérale. Donc, on va dire Monet, lui, c'est l'Europe fédérale, États-Unis d'Europe pour simplifier, parce qu'il pense que c'est plus efficace. Et De Gaulle, lui, c'est l'Europe des États, l'Europe intergouvernementale. Mais De Gaulle a toujours été intéressé par la construction européenne. Alors pas toujours, mais je dirais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, quand il se rend compte que la France ne peut plus rester seule. Et on trouve dès 43, 44 des réflexions de De Gaulle sur l'Europe. Il parle le 18 mars 44, il dit il faudra organiser une sorte de groupement occidental. Voilà, principalement économique. Donc ouais, pour De Gaulle, et il reprend l'idée plusieurs fois. Et voilà, contrairement à ce qu'on dit aussi, De Gaulle, c'est pas quelqu'un qui n'était pas intéressé par l'économie. On dit toujours, De Gaulle avait dit l'intendance suivra. En fait, De Gaulle l'a dit, oui, en 65, pour dire je n'ai jamais dit l'intendance suivra, qui est quand même une des phrases les plus stupides du monde quand on pense au nombre de guerres qui ont été perdues à cause de problèmes d'intendance. Donc De Gaulle n'était pas stupide, il s'intéressait pas aux détails de l'économie, mais il sentait bien que c'était un des facteurs de la puissance française. Et donc pour lui, voilà, l'Europe c'est quelque chose à faire, mais sur une base intergouvernementale. Quand il revient au pouvoir en 58, il dit, et là c'est dans un document d'archives, donc c'est pas un discours public, donc c'est pas du tout, on peut penser que c'est ce qu'il pensait vraiment. Il dit l'Europe doit devenir pratiquement une réalité sur les plans politiques, économiques et culturels. Donc oui, donc tu vois, il a une vision, il veut vraiment faire l'Europe, mais une Europe qui serait contrôlée par la France, au service de la France, avec la France en position prééminente. Mais voilà, il sent bien qu'après la défaite de 40, à l'échelle à l'époque des superpuissances, il y a un besoin d'organiser l'Europe, au moins l'Europe occidentale, de manière différente. Mais par contre, il était contre l'Europe fédérale, l'Europe notamment à la monnaie. Et en 65, il déclenche une crise, ce qu'on appelle la crise de la chaise vide, contre une interprétation plus fédérale du traité de Rome par la Commission européenne. Donc la chaise vide, ça veut dire qu'il retire les représentants français du Conseil. Mais il ne retire pas le commissaire européen, parce que le commissaire européen, pour répondre à ta question tout à l'heure, les deux commissaires français à l'époque, ils étaient indépendants. Eux, c'était pas des fonctionnaires français. Mais par contre, il retire
le ministre français, donc qui était Maurice Couve-de-Murville, de la réunion du Conseil des ministres pendant 7 mois pour protester. Et il obtient en partie gain de cause. Donc l'Europe reste une Europe plutôt intergouvernementale avec quelques pouvoirs de régulation pour la Commission et la Cour. Mais pour lui, De Gaulle, l'Europe, c'était ce qu'ils appelaient un traité de commerce. Donc c'était bien de donner quelques pouvoirs à la Commission et la Cour, vraiment en matière de régulation commerciale, mais c'est tout. Ça ne devait pas être un nouveau gouvernement européen. Au final, du coup, avec ce traité de Rome, quelle forme est adoptée en 57 ? Alors, du coup, c'est un peu comment dirais-je, c'est la forme qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Europe, c'est un hybride entre l'Europe des États et l'Europe fédérale. D'un côté, les États sont très puissants. Enfin, quand tu discutes avec les spécialistes de la construction européenne, de toute façon, quand tu regardes la littérature, notamment en sciences politiques, t'en as autant qui vont te dire que l'Europe est dirigée par les États, notamment la France, l'Allemagne, que d'autres qui vont te dire que l'Europe est guidée par les institutions supranationales, donc la Commission, la Cour, le Parlement européen. Donc aujourd'hui, l'Europe est un peu plus supranationale qu'à l'époque, plus fédérale, mais voilà, les États restent puissants. Donc c'est un hybride entre les deux. On n'est pas les États-Unis, mais c'est pas non plus l'ONU. En fait, c'est un peu entre les deux. On a mis en commun des compétences et des compétences surtout économiques. Donc on en parlera plus tard. L'Europe, c'est surtout un marché régulé. Et régulé, ça veut dire qu'il a des règles communes, donc il faut des institutions fortes pour le gérer. Donc on a mis en commun, voilà, le commerce, beaucoup de normes sociales, environnementales, la monnaie, et on a gardé au niveau des États des compétences essentielles. Déjà tout ce qui est plutôt État-providence, sécurité sociale, école, retraite, et puis des compétences régaliennes au sens strict, c'est-à-dire en dehors de la monnaie, qu'il a été fédéralisé, mais sinon les autres compétences régaliennes, justice, police, armée, diplomatie, ça reste du domaine des États. Donc c'est un hybride un peu indéfinissable, essentiellement dans le domaine économique, même si on en parlera, ça s'étend vers d'autres domaines plus récemment. Et alors, aujourd'hui, justement, en 2025, au moment où on enregistre cette émission, quelles sont les principales institutions qui composent cette Europe ? Alors, donc, les institutions, c'est toujours les mêmes institutions que les 4 qui ont été lancées par la déclaration Schuman. Alors, la déclaration Schuman est assez vague sur les institutions, mais ensuite, il y a eu un traité qui a été négocié, le traité CECA, et qui crée 4 institutions, et c'est toujours les 4 institutions. Donc, alors, il y a le Conseil des ministres qui représente les États, donc, aujourd'hui, c'est Conseil des ministres et Conseil européen. J'en parlerai. Enfin, voilà, c'est-à-dire que d'abord, à l'époque, c'était les ministres qui se réunissaient. Et depuis 75, Valéry Giscard d'Estaing a créé le Conseil européen, c'est-à-dire qu'il y a aussi des réunions des chefs d'État et de gouvernement. C'est d'ailleurs ce dont on parle le plus quand on parle d'Europe. On monte la réunion, quand on voit la réunion de Macron, d'Ursula von der Leyen, de Giorgia Meloni. Ça, c'est le Conseil européen. Donc, on va dire que c'est une première institution, même si c'est pas tout à fait pareil, Conseil des ministres, Conseil de l'Europe, mais c'est l'institution qui représente les États, même si dans le Conseil mais qui se réunissent et qui sont en dialogue avec la Commission européenne. La Commission européenne, c'est la deuxième institution, c'est une espèce de moteur, c'est un moteur parce que c'est l'institution qui a le monopole du pouvoir de proposition, donc qui interprète les traités pour faire des propositions de loi européennes. Mais ces propositions de loi européennes, elles doivent être acceptées par le Conseil. Donc on voit bien les deux, l'interpénétration entre les deux. Une troisième institution, c'est le Parlement européen, que là, nous, on élit directement depuis 79. Donc, c'est la seule fois où on peut élire vraiment des représentants européens. Donc, au départ, le Parlement européen avait très peu de pouvoir, mais il en a de plus en plus depuis son élection au suffrage universel direct en 79. Et puis, une quatrième institution, moins connue mais essentielle, c'est la Cour de justice, qui contrôle les 3 autres institutions pour être sûr que tout ce qu'elles font est en correspondance avec le traité. Alors, Jacques Delors, qui était le président français de la Commission européenne, vraiment un des Européens les plus influents, parlait de fédération d'États-nations. C'est une fédération, mais en même temps d'États-nations. C'est-à-dire que voilà, c'est un hybride, parce que d'un côté, on a le pouvoir des États avec le Conseil, puis c'est les États qui nomment les commissaires européens, les juges. D'un côté, on a le pouvoir européen parce que on élit directement des parlementaires européens qui, eux, sont indépendants des États. Les parlementaires européens qu'on a élus en 24, ils prennent pas du tout leurs instructions à Paris. Ils font ce qu'ils veulent. Et la Commission, le Parlement européen et la Cour, étant indépendants des États, peuvent prendre des décisions qui correspondent pas aux orientations de tel ou tel gouvernement. Donc voilà, c'est un mix des deux. Au final, comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre justement entre ces intérêts européens et
les intérêts nationaux de chaque pays? Alors, c'est très compliqué, d'autant qu'il faut définir ce que c'est que l'intérêt européen, l'intérêt national. Chacun a son interprétation. Je pourrais donner des exemples plus tard, même sur des négociations où on a déjà du mal à définir ce que c'est que l'intérêt national français, en fait, parce que les acteurs sont divisés. Sont pas forcément d'accord entre eux, mais voilà, en fait, l'Europe, c'est une espèce de structure permanente de gestion du conflit entre des différents États, mais aussi entre différents groupes, parce que tu peux avoir d'un côté, mettons sur une législation typiquement environnementale, les ONG d'un côté environnementales et de l'autre côté certains milieux industriels, pas tous, mais certains qui peuvent être hostiles pour des raisons ou pour une autre. Je sais pas si tu prends aussi le niveau, même au niveau de l'agriculture, par exemple, tu peux avoir des oppositions entre des gros agriculteurs agro-industrie, les agriculteurs biologiques. Les intérêts des céréaliers sont pas les mêmes que les intérêts de ceux qui font de l'élevage. Les écologistes qui n'ont pas forcément tous aussi les mêmes priorités. Donc, vous voyez, et l'Europe, en fait, c'est une institution pour essayer de réguler tous ces conflits à travers, effectivement, des structures assez complexes parce que tu dois essayer d'entendre tout le monde et de parvenir à une décision quand même à la fin. Bon, c'est un petit peu, au niveau français, c'est compliqué aussi, parce que maintenant, avec la décentralisation, en plus, il y a différents niveaux de débat. On a les deux assemblées, le gouvernement. Mais donc, ça, c'est reproduit au niveau européen, mais en plus compliqué encore parce que tu dois associer l'intérêt européen et l'intérêt national. Mais tu peux comparer ça un petit peu au niveau français aussi, en te disant, bah voilà, toi, tu votes en tant que, je sais pas, moi, si tu habites à Strasbourg, tu votes en tant que Strasbourgeois pour les municipales, en tant qu'Alsacien pour les départementales, en tant que, je sais pas comment on appelle ça, mais habitant du Grand Est pour les régionales et en tant que Français, quoi. Et donc, tu essaies de caler tout ça ensemble. Et donc là, il y a une autre dimension, c'est la dimension européenne. Ouais, bah, dans tous les cas, on le voit, c'est un peu une grosse usine et ça peut être compliqué parfois pour les gens de comprendre un peu le fonctionnement de l'Europe, et c'est ce qui donne aussi naissance à des mythes, des controverses, au fait que quand je marque le mot Europe sur mes réseaux sociaux, d'un coup on a beaucoup de commentaires qui arrivent en dessous. Alors, allons un petit peu explorer ces mythes, ces controverses, mais aussi ces réalités de l'Europe. Tout à l'heure, on parlait de peut-être Monet qui aurait été un agent de la CIA. On entend parfois que l'Europe, ça serait né d'un complot américain. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu l'idée? Oui, alors en fait, dans tous les mythes, il y a une part de réalité. Donc c'est vrai que l'Europe, en fait, elle a été lancée grâce aux Américains. Alors, on peut dire à cause des Américains, si on est compte, puisque voilà, nous, on avait l'idée d'Europe. Je dirais nous, les Français, les Européens. Donc, plan brillant 29, ça échoue. Et ce qui lance la construction européenne, c'est la guerre froide, en fait. Et notamment, les Américains ont soutenu beaucoup la construction européenne. Alors, si on prend la déclaration Schuman, par exemple, c'est quand même les Français qui la lancent, mais ensuite, les Américains au début sont un petit peu méfiants. En fait, Schuman et Monet exposent l'idée aux Américains parce qu'il se trouve que le secrétaire d'État américain, Dean Acheson, était de passage à Paris. Ils allaient ensemble ensuite à la fameuse réunion de Londres du 10 mai. Et donc, juste avant la réunion, il rencontre Dean Acheson, il présente l'idée. Et au début, Acheson est un peu méfiant parce qu'il pense que c'est un nouveau cartel de l'acier. Donc, les entreprises européennes vont s'entendre entre elles pour bloquer le marché aux Américains. Bon, puis finalement, les Américains soutiennent parce qu'ils voient que ça va dans le sens de la structuration du camp occidental dans le cadre de la guerre froide. Donc ça, c'est vrai que les Américains ont soutenu la construction européenne dans une vision atlantiste, en fait. C'est-à-dire, ça renforce l'Europe, donc ça renforce l'Occident face à la guerre froide. Et puis, ils se sont toujours assurés que ce que les Européens allaient créer, c'était pas justement une communauté protectionniste, mais c'était une communauté ouverte aux produits américains. Bon, mais ça, c'est pas nouveau. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, t'attends des choses en retour. Donc, quand les Américains ont donné les crédits du plan Marshall, ou même avant, il y a cette fameuse, on cite beaucoup la négociation Bloom-Barnes en 46. Bloom va chercher de l'argent. En échange, il doit accepter un retour des films hollywoodiens en France, qui avait été, le quota était très faible. Enfin, il était plus fort avant. C'était réduit et puis il redevient plus important. Mais bon, c'est aussi l'origine des aides françaises au cinéma. Donc, ça a été complété par un dispositif interne. Donc ça, ça s'inscrit dans une démarche atlantiste. Mais cette démarche atlantiste, il faut savoir, et c'est pour ça qu'on peut nuancer cette idée d'Europe américaine de trois manières. Alors déjà en disant que l'idée d'Europe, elle a été lancée avant la guerre froide. Je parlais du plan brillant de 29.
un des deux éditeurs donc a parlé de Victor Hugo, mais voilà, même au niveau des gouvernements, dès 29, le gouvernement français avait défendu l'idée. Le deuxième élément, c'est que les Français, en fait, étaient plutôt favorables à la construction européenne. Ils votent pour des partis pro-européens. Alors, effectivement, le premier parti, c'est le PCF, il faut le dire, qui est pas pro-européen. Mais bon, c'est 20% des voix, donc c'est pas une majorité. J'ai trouvé des sondages en 47 et 50. On a posé la question, est-ce que établir les États-Unis d'Europe, c'est une bonne idée? Et 65% des Français répondent oui, en 47 et en 50. Alors, qu'est-ce que c'est les États-Unis d'Europe? Ça voulait pas dire on allait créer les États-Unis d'Europe au sens où on l'entend au stricto sensus, au sens légal, quoi, de dire on va vraiment créer une armée commune, tout ça. Mais voilà, les Français étaient pour la construction européenne. Et j'ai retrouvé des sondages de 2005, donc après que nous, les Français, on ait rejeté le traité constitutionnel. On demande est-ce que l'appartenance à l'Union européenne est une bonne chose? 88% des Français disent oui en 2005. Donc, alors c'est très largement, c'est plus que 90% pour les partisans du oui, mais même les partisans du non disent à 83% oui, l'appartenance de la France à l'Union européenne est une bonne chose. Il y a que chez les partisans du FN qu'on est contre. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est les Français, en majorité, sont pour la construction européenne et ont voté pour des partis pro-européens aux différentes élections. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient favorables à tous les aspects de l'Europe, et on en reparlera notamment en 2005, ils sont très critiques envers l'Europe ultralibérale. Et puis, en dernier élément, c'est sur l'influence américaine. Elle était très forte au début. Pourquoi? Parce qu'il y avait le plan Marshall. Donc nous, les Français, on dépendait de l'argent américain. Voilà, quand on voulait moderniser l'agriculture française, on devait acheter des tracteurs, notamment américains, ou avec de l'argent américain. Nous, en France, on a dépendu de l'argent américain jusqu'en 52, plan Marshall, et même jusqu'en 54, parce qu'en fait, on avait vendu notre guerre d'Indochine aux Américains, en disant non mais en fait c'est une guerre contre les communistes, donc il faut nous aider. Donc quand tu dépends financièrement d'un État étranger, forcément cet État étranger il a une influence sur toi. Donc jusqu'en 54, voilà, les Américains étaient vraiment influents. Après 54, on n'est plus dépendant des financements américains, donc le traité de Rome de 57, il a été négocié vraiment sans aucune influence américaine, mais les Américains nous soutenaient. Et puis après, voilà, dans les années 60, on commence à avoir quelques petits conflits commerciaux avec les Américains. On a appelé ça la guerre du poulet, notamment la Chicken War. Bon, il y a eu des conflits commerciaux un petit peu ponctuels, notamment sous Reagan aussi dans les années 80. Il y en avait pas mal. Et donc voilà, les Américains, soutiennent globalement la construction européenne parce que ça va dans le sens de la construction d'un monde occidental, ça va dans le sens des institutions multilatérales aussi qui sont construites en 45. Aujourd'hui, Trump détruit tout ça, mais en fait, toutes ces institutions multilatérales qui ont été construites en 44-45, elles ont été longtemps critiquées pour être justement trop dominées par les Américains. Donc et Trump apparemment ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est pour ça que les Américains ont soutenu toujours la construction européenne sur un plan, disons, géopolitique, même si ça les a pas empêchés d'avoir des conflits commerciaux avec nous, jusqu'à Trump qui vraiment là a une rupture parce que justement ça vient complètement à l'encontre de cet atlantisme, mais qui encore une fois a été aussi partagé par beaucoup de Français. Si on parle de l'OTAN par exemple, c'est les Européens, notamment les Français, qui ont demandé, mais à corps et à cri, que les Américains restent en Europe parce que nous on avait peur des Allemands et aussi des Soviétiques. Donc on voulait avoir des troupes françaises, des troupes américaines en Europe, y compris en France. Après, ça a changé. Donc De Gaulle ensuite est resté dans l'Alliance Atlantique, mais a demandé aux troupes américaines de partir en 66. Mais avant, on avait le commandement intégré de l'OTAN. Il était en France. L'université de Dauphine, Paris-Dauphine, c'était des bâtiments de l'OTAN, par exemple. Alors, quand on entend des paroles critiques vis-à-vis de l'Europe aujourd'hui, on entend souvent un mot, on dit oui, mais l'Europe, elle est trop technocratique. Alors, d'une part, qu'est-ce que ça veut dire? D'autre part, de quand ça date, cette idée? Alors, la technocratie au sens strict, c'est que c'est le pouvoir, Kratos, donné aux experts. Voilà, donc les hommes politiques ou les femmes politiques délèguent leur pouvoir à des experts. Alors, c'est vrai que l'Europe est technocratique, mais je dirais que, bon, déjà, un peu, on va dire, c'est l'essence du pouvoir moderne. Quand tu étudies les politiques économiques après 45, il y a beaucoup de politiques qui ont été négociées à Paris dans des bureaux sans vraiment de consultation comme on le ferait aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai fait mes études, j'ai commencé par un doc d'histoire à 50 ans en Yvelines, c'était une ville nouvelle. Bon, les villes nouvelles, on n'a pas consulté les Français pour savoir ce qu'il fallait faire, où on va les mettre, comment. Ça s'est décidé essentiellement à Paris. Bon, donc voilà, le pouvoir,
la verticalité du pouvoir, on connaît ça aussi en France. Et alors au niveau européen, il y a deux éléments qui font qu'il y a cette critique technocratique, donc qui est un peu exagérée mais qui est pas fausse. C'est que d'une part, on a ce processus de décision très compliqué dont je t'ai parlé, mais qui est nécessaire pour l'équilibre des pouvoirs, pour consulter beaucoup de monde, pour avoir la décision qui est la plus éclairée possible. Mais bon, au bout d'un moment, tu consultes tellement de monde que tu sais plus où t'en es. Et d'autre part, en fait, on a délégué à l'Europe tout ce qui est impopulaire, en fait. C'est-à-dire que les États ont gardé ce qui est populaire, là, les écoles, les hôpitaux, l'armée, la police, la justice, et puis ils ont délégué à l'Europe. Ils ont mis en commun, en fait, parce que les États continuent à participer au processus de décision, mais ils ont mis en commun à Bruxelles tout ce qui est technique et impopulaire, alors les normes, les standards techniques, environnementaux aussi, les taux d'intérêt, la gestion de la monnaie, les droits de douane, voilà, donc tout ce qui est déjà un peu austère, et tout ce qui est aussi qui peut susciter des conflits. Quand tu fais une norme technique, un droit de douane, tu vas toujours trouver beaucoup d'opposants, parce que c'est jamais quelque chose de consensuel. Donc les États ont choisi de régler en commun à Bruxelles beaucoup de choses impopulaires. Et ils s'en servent aussi, c'est ce qu'on appelle la politique du bouc émissaire, de dire non, mais c'est pas moi, c'est Bruxelles. Moi, je voulais pas, mais Bruxelles m'impose cela, quoi. Alors qu'en fait, quand tu regardes les archives ou même les articles de journaux, on te dit non, mais cet État a voté pour, en fait. Typiquement, je te dis un exemple, la France, les lois sur la chasse, on se fait toujours condamner parce qu'on respecte pas la législation européenne, que nous on a voté, en fait. À la base sur la biodiversité. Mais voilà. Mais après, c'est bien de dire non, mais nous, c'est pas nous c'est l'Europe qui nous impose ça. Et il y a justement cette critique aussi du fait qu'il y a trop de normes. Oui, alors les normes, justement, je vais te citer un exemple un peu dans les archives. C'est les normes sur la pollution automobile. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des normes au niveau européen? Parce qu'on veut faire un marché commun. C'est pas juste un marché où on enlève les droits de douane, c'est un marché commun. Et l'idée des Français, déjà à la base, je t'ai parlé de cet aspect de charbon. On voulait avoir le charbon au même prix que les Allemands. Pour ça, il fallait qu'il y ait des règles qui interdisent aux entreprises allemandes d'avoir du charbon moins cher. Puis il a fallu plein de règles aussi sur les types de charbon, le niveau des prix, les prix des transports. Et puis après, ça s'est répercuté sur tous les secteurs. Donc là, je vais te parler de l'automobile. Monsieur Peugeot, monsieur Renault, monsieur Mercedes, monsieur Fiat veut produire une voiture qui veut être vendue dans toute l'Europe. Donc pour ça, il faut des normes européennes pour, les clignotants, la couleur des clignotants, la taille des rétroviseurs, les ceintures de sécurité. Si on avait fait les normes au niveau français ou au niveau italien ou au niveau allemand, ça aurait été le même problème. Tout le monde aurait critiqué les normes en disant non, mais c'est pas assez ceci, c'est trop cela. Là, on a choisi de le faire au niveau européen pour des questions d'efficacité économique. Et ça suscite des compromis. Donc, moi, j'ai étudié la négociation au milieu des années 80 sur l'essence sans plomb. Donc, toi, t'es peut-être trop jeune, mais nous, donc, moi, je suis né en 78. Au début, l'essence était plombée, parce que quand tu mets du plomb dans le pétrole, en fait, ça permet d'avoir un niveau de compression plus fort, donc ton moteur est plus efficace. Bon, le problème du plomb, deux problèmes. Un problème de santé, émission de plomb dans l'air. Donc, il y a eu des rapports, notamment en France, sur les problèmes des méfaits du plomb dans l'air. Et un deuxième problème, c'est que les moteurs à explosion relâchent un certain nombre de gaz, notamment du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote, qui créent des pollutions dans l'atmosphère, notamment ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 80, des pluies acides. Des pluies qui détruisaient les forêts, alors surtout en Scandinavie, en Allemagne, dans l'Europe centrale et un petit peu dans l'Est de la France. Pourquoi? C'est une question de vent, en fait. C'est-à-dire que on émet des pollutions et ces pollutions, elles sont transportées par le vent de l'ouest vers l'est. Parce que nous, en Europe, notre régime venteux est dominant dans ce sens-là. Donc, globalement, nous, les Français, les Britanniques, on émet des pollutions avec les voitures, avec aussi les centrales thermiques, et ces pollutions, elles interagissent dans l'atmosphère et elles créent des pluies acides plus à l'est. Et donc, c'est pour ça que les Allemands, notamment les Scandinaves, voulaient de la législation pour interdire le plomb dans l'essence, parce que pour éviter l'émission de ces autres polluants, il fallait en fait mettre des pots catalytiques qui nécessitent une essence sans plomb. Voilà. Donc, globalement, l'essence sans plomb, problème de santé et problème de pollution atmosphérique. Et donc, voilà, on se retrouve au milieu des années 80 avec cette négociation sur l'essence sans plomb. Plus tôt,
portée par les Allemands. Alors les Scandinaves n'étaient pas dans l'Europe à l'époque, sauf les Danois, mais voilà, c'est plutôt une démarche d'Européens du Nord, d'Européens de l'Est, aussi parce que les politiques environnementales étaient plus développées dans les Européens du Nord, en pays d'Europe, en Allemagne notamment. Et aussi parce que c'était leur intérêt industriel, parce que les Allemands vendaient des voitures aux États-Unis où il y avait déjà l'essence sans plomb. Donc pour toutes ces raisons, les Allemands, les Européens du Nord veulent l'essence sans plomb. Et en France, on était divisés. On avait la ministre de l'Environnement qui s'appelait Huguette Bouchardot, qui était une ministre de l'Environnement, mais qui était surtout une militante féministe et écologiste, qui elle est favorable à l'essence sans plomb. Et on voit dans ses archives, elle trouve des rapports sur les méfaits du plomb dans l'air en termes de santé publique, et elle s'oppose au ministre de l'Industrie et de l'époque, qui était Laurent Fabius, parce que les industriels, alors notamment Peugeot plus que Renault, disent non mais l'essence sans plomb ça coûte trop cher, on va devoir mettre des pots catalytiques, et les pots catalytiques, nous on produit plutôt des petites voitures, hein. La voiture qui a sauvé Peugeot à l'époque c'était la 205, hein. Peugeot a failli faire faillite, hein. Ce qui a sauvé Peugeot c'était la 205, donc voilà, nous on produit des petites voitures, la 205, la R5, je crois qu'il y a une nouvelle Renault qui ressemble beaucoup justement à la R5, la nouvelle Twingo. Un pot catalytique sur une grosse Mercedes, ça coûte pas cher. Donc, on comprend que les Allemands veuillent un pot catalytique. Mais nous, on fait des petites voitures, ça va coûter trop cher, ça enlève de la puissance. Voilà, c'est pas possible. Donc, et on voit bien donc le lobbying. Donc, c'est pour ça qu'il faut répondre à ta question sur l'intérêt français. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt français? Du côté du ministère de l'Environnement, c'était d'avoir l'essence sans plomb. Du côté du ministère de l'Industrie, c'était d'avoir une essence plombée. Et même les industriels, entre eux, sont divisés parce que les positions évoluent dans les années 80. Renault accepte assez vite l'essence sans plomb. Te dit oui, bon, de toute façon, voilà, pour exporter, on aura besoin d'essence sans plomb. Peugeot, par contre, reste vraiment arc-bouté contre. Donc, tu vois, qu'est-ce que c'est que l'intérêt français, c'est difficile à dire. Et finalement, voilà, on fait un compromis à Bruxelles. On dit, on va faire l'essence sans plomb rapidement pour les grosses voitures, un peu plus tard pour les voitures moyennes, un peu plus tard pour les petites voitures. Comme ça, les constructeurs de petites voitures auront le temps de s'adapter. Donc, tu vois, c'est une norme très compliquée. Donc, voilà, Europe technocratique. Mais bon, voilà, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Et c'est une norme qui satisfait personne. Certains industriels vont dire, ah, mais ça coûte trop cher. D'autres, des groupes, je sais pas, des écologistes, des associations attentives à la sécurité, à la santé vont dire, ça arrive trop tard, c'est insuffisant. Donc, voilà, c'est typiquement un compromis européen. Moi, je trouve ça génial parce que ta spécialité sur l'Europe t'amène à devenir un spécialiste de l'automobile. Et moi, je trouve ça absolument formidable. En tout cas, il y a Matt dans le chat qui dit « J'avais jamais fait le rapprochement entre le fait que notre essence s'appelle sans plomb et que ça impliquait qu'avant, elle contenait du plomb. Mon estime pour mon intelligence vient de chuter. » On découvre plein de choses. Hein. Donc, puis ça, oui, ça a des résonances avec... Enfin voilà, c'est ça. L'Europe, c'est juste un moyen parfois d'étudier des choses, des problèmes vraiment de santé publique, des problèmes sociaux, même des problèmes industriels. Hein. Quand je te parle de la 205, moi, dans les années 80, la 205 T16 du Paris-Dakar, voilà, c'était la 205 aussi des rallyes. Enfin, c'était vraiment un gros symbole de réussite française, quoi, de renaissance même française. Donc, ce qu'a fait Jacques Calvet chez Peugeot, c'était incroyable. Mais en même temps, Jacques Calvet, c'était une personnalité aussi très hostile à l'Europe, et donc ça se voit par son lobbying contre l'essence sans plomb. Il y a un autre cliché qui traîne sur l'Europe, c'est que dans un premier temps, l'Europe ça aurait été une Europe résistante, qui par la suite serait plutôt devenue collaboratrice plutôt. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, alors ça c'est lié au fait, justement au fait que l'histoire est vivante. Hein. Donc au début, les premiers historiens de la construction européenne étaient plutôt très pro-européens. C'était dans les années 80. Donc on met en valeur le côté résistant dans l'Europe. En 1988, le président François Mitterrand a transféré les cendres de Jean Monnet au Panthéon, et donc ça permettait de rappeler le côté de l'Europe résistance, parce qu'en fait Monnet lui il a passé sa guerre à Londres au service de la coopération interalliée. Et après il y a eu un retour, une espèce d'une réaction, où on a étudié la construction européenne de manière plus précise, et on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas résistant dans la construction européenne. Donc il y avait des grands résistants, Mollet aussi, Guy Mollet, dont on parlera peut-être, qui est à l'origine du traité de Rome, un dirigeant socialiste. Bon, De Gaulle, De Gaulle c'était un soutien de la construction européenne, pas de l'Europe fédérale, mais sans De Gaulle, il n'y aurait pas eu de traité de Rome, parce qu'en fait le traité de Rome, nous on l'a signé, le gouvernement Mollet l'a signé, mais on ne pouvait pas l'appliquer. C'est De Gaulle, en rétablissant la situation politique et financière française, qui a permis d'appliquer le traité de Rome.
Donc c'est grâce à De Gaulle qu'on a la communauté économique européenne qui est lancée de l'Union européenne. Donc ça, c'est l'Europe associée vraiment à la résistance. Et puis, bon, après, on a découvert des personnalités qui étaient moins résistantes. Je te parle de Robert Schuman, par exemple. Robert Schuman, c'est quelqu'un qui a été allemand jusqu'à ses 32 ans, qui du coup a été embauché dans l'armée allemande pour la Première Guerre mondiale, alors à des tâches civiles. Mais bon, voilà, c'était quand même quelqu'un qui avait été associé à l'Allemagne. Alors il avait été attaqué, d'ailleurs dès les années 50, il était attaqué comme un Allemand, comme un Boche. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui a voté aussi les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940, Robert Schuman, parce qu'il était ministre en charge des réfugiés, parce que lui, il venait de la Lorraine, donc il était spécialiste des questions de réfugiés. Donc il était ministre, il avait été nommé ministre par Reynaud, mais il était resté secrétaire d'État aux réfugiés, ou sous-secrétaire d'État aux réfugiés sous le gouvernement d'après, qui était le gouvernement Pétain. Et puis il avait voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et après il avait démissionné et il était rentré en Lorraine. Et d'ailleurs il s'était fait emprisonner par les Allemands dès le 14 septembre 40. Donc il n'a pas été résistant, mais dès le 14 septembre 40, quand même, à une époque, il y avait peu de Français qui étaient emprisonnés par les Allemands ou par les Vichy. Lui, il était en prison, en fait. Il a passé toute la guerre, soit en prison, soit quand il s'est évadé dans des résidences secrètes. Mais bon, il a voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 40. Alors après, maintenant, on sait que beaucoup de gens ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, y compris des futures personnalités de la 4e, comme Laniel, comme Pinet, comme René Coty, qui est rendu célèbre par OSS 117. Voilà, donc des gens. Il y a même Abraham Schramek, qui était un parlementaire juif, qui avait voté les pleins pouvoirs à Pétain, parce que le 10 juillet 40, les Français étaient sonnés par la défaite et considéraient que Pétain, c'était la seule solution. Donc pour Robert Schuman, voter pour Pétain, c'était aussi essayer de sauver les meubles, d'éviter une annexion de la Lorraine. C'est ce qui avait été dit à l'époque par les pétainistes. Bon, évidemment, ça a complètement échoué et il s'est trompé et il n'aurait pas dû voter les pleins pouvoirs à Pétain. Mais voilà, aujourd'hui, on sait tout ça, notamment quand on connaît le parcours de beaucoup de gens pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme François Mitterrand, qui ont été résistants tout en étant à Vichy à l'époque, à un moment, mais à un moment, c'était inaudible. L'autre élément aussi, c'est que l'idée d'Europe a été pervertie parce que pendant la guerre, Edgar Morin, qui est devenu un très grand soutien de l'Europe dans les années 80, disait mais moi en 45 j'étais contre l'Europe parce que pour moi l'Europe c'était un mot qui ment, parce que l'idée d'Europe avait été alors aujourd'hui on sait que ça avait été utilisé dans la résistance, mais ça avait surtout été utilisé par les collaborateurs pour motiver les gens à collaborer en disant regardez l'Europe hitlérienne, c'est l'Europe en fait, c'est l'Europe qu'on voulait faire c'est un petit peu différent de ce qu'on voulait faire dans les années 20, mais c'est quand même l'Europe. Et notre grand ennemi, c'est la Russie bolchevique, les communistes, le communiste au couteau entre les dents. Et donc, il faut s'allier pour lutter contre les communistes. Et tu trouves des affiches de recrutement chez les SS avec l'idée, défendons l'Europe contre le bolchevisme. Et donc, ça a eu un certain succès puisque Pierre Bousquet, l'un des fondateurs du FN, avait été un ancien Waffen-SS. C'est assez connu, même Olivier Marleix, qui avait été chef de file des députés LR, l'avait rappelé. Il s'en cachait pas. Donc voilà, ça avait été l'Europe, ça avait été un slogan qui avait été utilisé pour la collaboration. Mais c'est pas la même Europe que celle dont moi je parle. Moi, j'ai parlé les 3 motivations de l'Europe, c'était paix, prospérité, liberté. Bon, là, la paix et la liberté, on n'y est pas du tout. Là, c'est une Europe raciste, autoritaire, antidémocratique, antilibérale. Mais du coup, l'Europe, le slogan a été perverti et on a retrouvé ça. Il y a eu pas mal d'études, notamment Bernard Brunto, Jean-Jean Issoutou, sur l'idée d'Europe chez les fascistes, chez les collaborateurs, chez les nazis. Et donc voilà, ça a jeté aussi le discrédit par extension sur une partie de l'idée de construction européenne, alors que l'idée de construction européenne telle qu'elle s'est réalisée en 50, c'était pas la même idée, évidemment. Mais le mot Europe avait été dévoyé. On dit de l'Europe aussi qu'elle est trop néolibérale. Est-ce que c'est vrai et c'est quoi le néolibéralisme ? Alors, c'est vrai et c'est faux, mais c'est en partie vrai. Donc le néolibéralisme, moi tel que je le définis, il y a eu beaucoup de définitions, mais moi je parle, c'est l'ultralibéralisme, c'est le fait pas simplement d'être libéral au sens de vouloir le libre marché, le libre commerce, mais c'est aussi de vouloir démanteler l'État-providence, de considérer que toutes les interventions sociales sont néfastes, coûteuses, et c'est aussi de promouvoir un idéal de concurrence plus qu'un idéal de liberté, parce que les libéraux à la base, dans les Lumières, même Adam Smith d'ailleurs, le père du libéralisme classique, voilà, son idée, c'est de promouvoir la liberté et pas la concurrence à tout prix, un peu de darwinisme social.
Et bon, donc les néolibéraux, c'est plutôt les figures de proue, c'est Reagan aux États-Unis, Thatcher en Grande-Bretagne, qui ont démantelé en partie les États-providence. Et l'Europe, alors à la base, l'Europe n'était pas néolibérale. Hein, c'était l'idée de l'Europe, c'était de faire un marché régulé. Donc c'était du libéralisme, mais du libéralisme régulé. Les politiques sociales, c'était surtout au niveau national, hein, les États-providence nationaux, et il y avait quelques politiques sociales européennes, mais pas grand-chose, parce que tout ce qui était politique sociale, politique industrielle, c'était au niveau étatique. Mais il ne s'agissait pas de les démanteler, justement. Or, l'Europe a été utilisée dans les années 90, notamment 2000, pour attaquer les États-providence, à travers des règles de concurrence, à travers aussi des règles d'austérité, dans une interprétation parfois un peu rigoriste des règles de l'Union monétaire. Et c'est pour ça qu'il y a eu une dimension néolibérale de la construction européenne qui s'est développée dans les années 90, 2000 et qui a été très visible aussi pendant la crise de l'euro et qui a suscité évidemment énormément de critiques et qui a participé aussi du rejet de la construction du traité constitutionnel en 2005. Mais voilà, mon idée, moi, c'est de dire que l'Europe a une dimension néolibérale, mais qui n'a pas été toujours là et qui ne suffit pas en fait, qui n'épuise pas, disons, la construction européenne, qui n'est pas unique. 2005 justement, constitution européenne. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu dans les grandes lignes le projet de cette constitution? Oui, voilà. Alors c'était un traité constitutionnel. C'était pas une constitution au sens strict, mais c'était un traité constitutionnel. Alors au départ, en fait, l'idée c'était qu'en 2004, tu sais, on a eu l'élargissement à l'est. Qui s'est fait en plusieurs étapes, mais le gros Big Bang, c'était 2004, on a pris 10 États, puis après en 2007, on a pris la Roumanie, la Bulgarie. Et l'idée, c'était cet élargissement à l'Est, on a eu du mal à l'y gérer, notamment en France, et l'idée, c'était voilà, d'en profiter pour refonder l'Europe. Parce que l'idée de l'élargissement à l'Est, c'était pas de faire l'aumône aux pays d'Europe centrale et orientale, c'était de réunifier l'Europe. Parce que dans l'entre-deux-guerres, quand on parlait de construction européenne, on incluait l'Europe centrale et orientale. L'Europe centrale et orientale, ça fait partie de notre espace commun, quoi. On a eu Henri III de France, il avait été élu roi de Pologne auparavant. Nous, à Sorbonne Université, on a des coopérations avec l'université Charles de Prague. Charles, c'était quelqu'un qui avait été élevé à la cour de France. Donc voilà, c'est un espace européen, l'espace d'Europe centrale et orientale. C'est pas une espèce de vague périphérique qu'on accepte vraiment à contre-cœur parce que pour leur rendre service, quoi. Ça fait vraiment partie de l'Europe. Et l'idée, c'était de refonder les institutions européennes à l'occasion de l'élargissement en 2004. Donc en 2003, les Européens, les gouvernements ont réuni une convention transparente pour renégocier un traité, mais au vu et au su de tout le monde. C'était la première fois, je crois, qu'on rediffusait des choses sur Internet, il me semble d'ailleurs, à l'époque. Ce qui est très nouveau, parce que normalement, quand on négocie un traité, c'est à porte close, entre diplomates, entre experts. Là, c'était une convention présidée par le président français Valéry Giscard d'Estaing, dont j'ai déjà parlé, qui était à la fois un grand Européen. Il avait créé le Conseil européen. C'est lui aussi qui a permis que le Parlement européen soit élu au suffrage universel direct, avec Simone Veil qui était giscardienne comme première présidente en 79. Et en même temps, Giscard, c'est quelqu'un qui s'inscrit aussi dans l'héritage français. Bon, ça a été un ministre du général de Gaulle, pendant longtemps, ministre de l'économie et des finances de Gaulle. Donc voilà, il a fait ces deux éléments. Bon, il parlait allemand, anglais, italien. Donc voilà, c'était une figure à la fois française et européenne. Il préside cette convention avec plein d'experts européens, des hommes politiques, des femmes politiques européennes, rend un rapport. Et ça devient un traité, en fait, le traité constitutionnel qui est négocié en 2004. Donc, l'idée, c'était de rationaliser un peu les institutions européennes. Bon, globalement, on gardait le même modèle, mais on rendait ça plus clair parce que les traités européens sont très compliqués. Là, on créait un texte institutionnel assez court de 59 articles. Pour comparaison, il y en a 89 dans la Constitution de la 5e. Donc, 59 articles, voilà, où on pouvait quand même comprendre, plus clairement ce qu'étaient les institutions européennes. Et aussi, on avait une meilleure représentation des institutions européennes, plus claire. On avait un président de la Commission élu par le Parlement européen. Donc, voilà, ça donnait quand même un aspect démocratique un peu plus clair. On avait un ministre des Affaires étrangères européen. Voilà, donc on avait un petit peu des symboles disons des personnes pour définir l'Europe. Pour répondre un peu à la question de Kissinger, c'était le secrétaire d'État américain en 70, et il avait dit, mais l'Europe, quel numéro de téléphone? L'Europe, quel numéro de téléphone? C'est-à-dire, voilà, les Européens, vous voulez être une puissance, bon, c'est bien, mais qui c'est l'Europe, quoi? Donc voilà, la Constitution européenne progressait pour essayer d'incarner un petit peu cette Europe.
Alors le traité donc de 2004, il a été rejeté en 2005 par référendum par les Français et par les Néerlandais pour trois raisons. Alors d'abord, il y a une raison un peu conjoncturelle, c'est comme tous les référendums, ça dépend du contexte de l'époque. Bon là, le gouvernement Chirac était impopulaire, et puis il y avait aussi le problème de l'adhésion turque qui avait été lancée à l'époque, qui avait créé beaucoup de peur. Et puis après, il y avait deux raisons de fond, c'est une raison politique et une raison économique. La raison politique, c'est l'hostilité à la construction européenne en tant qu'institution qui prive en fait Paris de son pouvoir. Donc c'est une vision un petit peu, disons, patriote jacobine, quoi. La volonté de garder tous les pouvoirs à Paris. C'est une vision plutôt de droite qui s'était déjà exprimée lors du traité de Maastricht, mais c'est une vision qu'on trouve aussi à gauche, par exemple chez Jean-Pierre Chevènement, qui a développé vraiment une vision articulée autour de ça. Et puis la nouveauté, c'est qu'on a une critique économique, là plutôt à gauche, de critique d'une Europe trop néolibérale pour les raisons que je t'ai données. Voilà, des critères. Alors déjà le menace sur les services publics. Il y avait le problème de la directive Bolkestein à l'époque, aussi, donc menace sur les lois sociales. On avait la peur d'afflux de travailleurs étrangers. Sans protection sociale, l'austérité liée à l'euro. Alors tout ça c'est discutable, parce que si tu veux, par exemple dans l'euro, on parle beaucoup du critère des 3%. On n'a pas le droit d'avoir plus de 3% de déficit. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui parce qu'on est à 6. Mais en fait, le critère de 3%, à la base, c'était français, parce que c'était Mauroy qui l'avait développé en France en 82, en disant bon, on va dépenser pour relancer, mais il faut quand même pas dépasser les 3%. Donc, tu vois, voilà, tout ça, c'est très discutable, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment l'idée. Ce qui est pas discutable, c'était qu'en 2005, on était vraiment une des périodes les plus néolibérales de la construction européenne. Donc, pour ces trois raisons conjoncturelles, aussi liées aux frontières de l'Europe qui sont mal définies. Est-ce qu'on prend la Turquie, est-ce qu'on prend pas la Turquie? Raison politique, raison économique, le traité constitutionnel a été rejeté. Et pourtant, il a été adopté? Alors, il n'a pas été adopté, mais on a adopté en 2009 le traité de Lisbonne, qui ressemble un peu au traité constitutionnel. Parce qu'il y a un problème démocratique en fait. Parce que là, justement, tu parlais de l'intérêt européen, l'intérêt national, et là, il fallait concilier les deux. Donc nous, on avait voté contre, mais les Espagnols, les Luxembourgeois avaient voté pour par référendum. Et puis, en fait, on avait 14 pays au total qui avaient voté pour. Alors, comment tu fais pour réconcilier le non français, ceux qui avaient voté oui en France, et puis les oui espagnols? Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'un électeur français vaut plus qu'un électeur espagnol? Bah non, c'est pas ça l'idée de l'Europe. Donc, il fallait trouver un compromis, et donc ça a été une cote mal taillée, parce que voilà, je te dis, les gens ont voté non en France aussi pour des raisons différentes. Tu as des électeurs de gauche qui ont voté non, mais qui auraient voulu plus d'Europe, mais plus d'Europe sociale. Et tu as des électeurs, on va dire, qui ont toujours été hostiles à l'Europe, qui ont voté non parce qu'ils voulaient moins d'Europe. Bon, alors, comment tu réconcilies les deux? Donc, c'était la cote mal taillée du traité de Lisbonne qui a gardé ce qu'on pensait être le plus consensuel dans le traité constitutionnel. Donc, le fait notamment que maintenant on a le président de la Commission européenne est bien élu par le Parlement européen. Donc, c'est pour ça qu'Ursula von der Leyen en 2024 a dû défendre son programme au Parlement européen. D'abord, elle a été élue. Après, les commissaires, chacun a été confirmé. Donc ça, voilà, on s'est dit ça c'est quand même un progrès démocratique, donc on va le garder. Et puis on a enlevé certaines choses. Alors malheureusement, on a enlevé la simplification des institutions, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des traités quand même très très compliqués. Et voilà, c'est une espèce de cote mal taillée. Alors c'est démocratique parce que ça a été accepté par les parlements. Nicolas Sarkozy, quand il a été élu en 2007, a dit explicitement qu'il allait négocier et que lui était favorable à la négociation d'un nouveau traité fondé plus ou moins sur le traité constitutionnel, mais avec des choses un peu différentes. Alors, Nicolas Sarkozy a obtenu un protocole sur les services publics, par exemple aussi, et puis sur l'idée de diminuer un petit peu la valeur de la concurrence dans les traités. Mais voilà, donc c'est démocratique parce que les procédures ont été respectées. Nicolas Sarkozy avait dit je vais négocier ce traité. Voilà, il a été négocié, il a été accepté. Mais en même temps, voilà, il y a une impression de déni de démocratie parce que ceux qui ont voté non en étant contre l'Europe se disent on m'a pas respecté. Ceux qui ont voté non en voulant plus d'Europe sociale se disent voilà, il n'y a pas eu grand chose de plus. Donc ça a créé beaucoup de frustration. Ça, c'est le décalage entre voilà
le fait que la démocratie, les procédures démocratiques soient respectées, et en même temps que il n'y a pas vraiment de peuple européen qui arrive à s'exprimer de manière claire, même si ça progresse. Hein, on pourra parler des élections de 24, mais voilà, l'espace public européen a du mal à exister de manière optimale. Oui, de notre côté, il y avait encore, on n'était pas encore assez européen et trop français, quoi, pour accepter peut-être le. Oui, non, mais c'est aussi que c'est difficile en fait parce que, je veux dire, quel que soit c'est aussi que voilà, c'est un peu comme le vote après le Brexit en fait. T'as des gens qui ont voté pour le Brexit, mais qui voulaient un soft Brexit, et finalement c'est un hard Brexit qu'ils ont eu en fait. Si tu veux, quand t'as un référendum, c'est difficile de savoir pourquoi votent les gens. Quand tu as des législatives ou des élections classiques, bah voilà, tu as plein de partis. Donc tu te dis, bon, bah, les gens qui veulent tel parti, il y a un programme assez clair, quoi. Là, en France, tu avais un vote pour différentes raisons. D'ailleurs, les Néerlandais ont voté non pour des raisons différentes de nous aussi. Eux, ils étaient contre l'immigration, mais ils étaient contre aussi trop de normes européennes. Donc, si tu veux, en France aussi, tu as des gens qui ont voté pour ça, mais tu avais aussi toute la dimension du vote de non de gauche qui était favorable peut-être à plus d'Europe sociale. Et c'était très difficile de prendre tout ça en compte. Donc, c'est un compromis et voilà, comme tous les compromis, ça satisfait personne, quoi. Alors, tu nous disais qu'à cette époque-là, 2004-2005, on était vraiment dans l'Europe la plus néolibérale. Face à cette Europe néolibérale, il y a aussi le côté social. Tu peux nous en parler, justement? Oui, alors l'Europe néolibérale, c'est à 2005 et juste aussi sous la crise de l'euro, parce que pendant la crise de l'euro, on a mis beaucoup de temps pour aider les pays en difficulté, notamment la Grèce. Et ce qui fait que ces pays se sont enfoncés dans les problèmes et que la situation en Grèce est devenue catastrophique au niveau social, au niveau des dépenses, au niveau du niveau des pensions de retraite, sur les dépenses médicales. Et ça aussi, c'était l'Europe néolibérale, c'est-à-dire le fait de respecter des règles austéritaires qui peuvent s'entendre, encore une fois, quand tu es dans une période de forte croissance. Encore une fois, je l'ai dit, la règle de 3%, c'était une règle d'un gouvernement socialiste, du gouvernement maurois français. Donc la règle de 3%, en tant que telle, c'est pas forcément idiot. Sauf qu'il y a des circonstances où on ne peut pas la respecter. Et notamment là, pendant la crise de l'euro, la Grèce avait beaucoup de problèmes. Et on l'a aidé, mais on l'a aidé trop peu et trop tard. Et tout le monde le reconnaît maintenant. Et ça, c'était l'apogée aussi de l'Europe néolibérale où on punissait les Grecs pour une fraude de leur gouvernement, parce que leur gouvernement avait menti sur les statistiques. Mais si tu veux, c'est pas parce que le gouvernement avait menti sur les statistiques grecques qu'il fallait condamner un retraité grec à la pauvreté, quoi. C'est bon. Donc là, c'était vraiment l'apogée. Et grosse impopularité aussi de la construction européenne. Mais en même temps, et de plus en plus depuis 2015-2016, on a eu une Europe sociale qui s'est développée. Alors, cette Europe sociale, moi, je la vois dans 4 aspects. Premier aspect, la libre circulation des travailleurs, alors de tous les Européens, avec le maintien de la protection sociale. Bon, pour nous, Français, la France, on n'est pas tellement un pays d'émigration, donc pour nous, ça dit pas grand-chose. Mais pour des pays d'émigration, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, c'est important. Ça veut dire que tu es un travailleur d'Italie du Sud, tu vas travailler en France dans les mines de charbon ou dans la sidérurgie lorraine, tu gardes ta sécurité sociale, ta femme a la sécurité sociale. Si toi, tu meurs prématurément, ta femme aura une pension de veuvage, gardera son logement, tes enfants auront la sécurité sociale. Tu retournes en Italie, tu auras une partie de ta retraite pour toutes les années où tu auras travaillé en France. Et aujourd'hui, ça s'est étendu. Hein, c'est pour ça que nous, on peut aller travailler, prendre sa retraite où on veut en Europe, étudier aussi. Deuxième aspect de l'Europe sociale, c'est les normes. Les normes, certaines n'ont rien de social, mais d'autres sont sociales. Alors, il y a quelques normes en matière d'égalité homme-femme qui sont européennes. Ça, on pourra en parler, ça peut-être un petit peu long, mais en fait, dans le traité de Rome, c'est nous les Français qui avons voulu mettre l'égalité homme-femme pour des raisons économiques. On s'est dit, ah mais nous, on a beaucoup de femmes qui travaillent notamment dans l'industrie textile, l'industrie électronique, et nous, on a une législation sur l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, mais elle n'est pas respectée à l'étranger, donc il faut une norme pour être sûr que nos concurrents la respectent. Bon. Après, le gouvernement français s'en est désintéressé, mais les activistes féministes ont utilisé la loi pour promouvoir l'égalité homme-femme, notamment une avocate belge qui s'appelle Eliane Vogel-Polski, qui a utilisé la législation européenne pour faire progresser la législation belge en matière d'égalité salariale homme-femme. Et après, il y a eu d'autres mesures au niveau européen. Et puis, parmi les normes, il y a les normes écologiques, notamment ce dont je te parlais sur l'essence sans plomb. Alors, si ça avait été que la France, on aurait eu de l'essence sans plomb, sans doute beaucoup plus tard, parce que c'était pas l'idée. Troisième manifestation de l'Europe sociale, c'est la redistribution vers les régions pauvres, notamment là l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est. Ça, c'est depuis les années 80.
Et puis, alors, il y a un quatrième aspect d'Europe sociale là qui est discutable, c'est l'euro, parce que l'euro, t'as toujours des avantages et des inconvénients. On en parlera peut-être. L'euro, en fait, apporte des taux d'intérêt faibles, ce qui fait que ça nous permet, nous Français, de nous endetter plus facilement, en fait. Et donc, du coup, pour certains, ça permet aussi d'entretenir notre modèle social. Mais ça, on pourra discuter après des avantages et des inconvénients de l'euro. Dans les années 70, il y a eu un projet de contrôle des multinationales de la part de l'Europe. Oui, voilà. Alors ça, c'était quelque chose qui est assez surprenant. Oui, sur l'Europe sociale aussi, j'avais oublié. Pendant le Covid, il y a eu la distribution en commun des vaccins. Et il y a eu après le plan de relance aussi avec un endettement croissant commun. Donc on voit qu'on est sorti un peu de la logique austéritaire de la crise de l'euro parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment on allait trop loin. Même ceux qui étaient favorables à l'austérité se sont dit qu'on allait trop loin. Oui, alors l'Europe a été aussi le support de projets de gauche. Avec ce projet de contrôle des multinationales, dans les années 70, c'était le retour des multinationales sur le devant de la scène. Les multinationales, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas nouveau. Il y a eu l'East Indian Company qui a été assez largement à l'origine de la colonisation de l'Inde. Voilà, il y a une période un petit peu de repli avec les guerres, protectionnisme, et puis retour des grandes multinationales, notamment américaines, dans les années 70, avec parfois des choses dramatiques, notamment en Amérique du Sud. Et donc, nous, en Europe, on s'est dit qu'il fallait un peu contrôler ces multinationales américaines pour éviter qu'elles dominent trop les marchés européens. Ça, c'était la vision un peu du marché régulé. Et puis à gauche, on s'est dit, dans l'idée de l'optique de 68, il faut renforcer le pouvoir des travailleurs dans les entreprises, avec notamment les idées d'autogestion et de cogestion à l'allemande. Et donc, un certain nombre d'acteurs de gauche, notamment syndicalistes, partis politiques de gauche, ont soutenu l'idée d'une extension de la cogestion allemande au niveau européen. C'est-à-dire d'avoir dans les multinationales qui étaient actives en Europe, qu'elles soient européennes ou américaines, au-delà d'un certain seuil, des représentations automatiques des syndicats dans les organes de direction, alors soit organes de direction, soit organes de contrôle. Donc c'était une idée qui était très très importante, ça a discuté aussi à l'ONU, etc. Alors elle a échoué parce qu'elle est arrivée un peu tard. La proposition a été déposée en 1980 et Thatcher était au pouvoir en 79, donc elle a tout de suite bloqué et puis voilà, ça a été rejeté. Mais c'était intéressant de voir qu'à un moment, la gauche européenne s'est saisie de l'échelle européenne pour essayer de réguler le capitalisme. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce cas de figure qui se représente là, ces dernières années avec les GAFAM ? Alors oui, donc il y a plus. Alors l'aspect social pur a été un peu perdu, même s'il y a des comités d'entreprises européens qui ont été quand même créés en 94. Mais on a cet aspect effectivement de contrôle des entreprises dominantes. Voilà, on utilise ce qu'on appelle la politique de la concurrence. Donc à la base, c'était les Français qui voulaient la politique de la concurrence pour éviter que les grosses entreprises allemandes dominent les marchés. Aujourd'hui, on utilise ça contre les GAFAM américaines, aussi contre des grosses entreprises européennes et même chinoises. Là, il y a eu une amende contre TikTok récemment pour des raisons économiques à la base, et maintenant pour des raisons un peu plus, disons, de fonctionnement de la démocratie libérale. Donc, par exemple, pour te donner un exemple, Microsoft, dans les années 90-2000, a été condamné parce que quand tu achetais Windows, tu avais obligatoirement Internet Explorer qui était imposé. Et l'Europe a dit non, il faut pas qu'il y ait Internet Explorer, il faut qu'il y ait un choix. Et donc c'est pour ça que maintenant tu as le choix et que d'ailleurs ça a favorisé notamment Firefox. Google aussi récemment a été condamné parce que voilà, toute la galaxie Google, les différents logiciels de Google, les différents services de Google se soutenaient les uns entre les autres. Google Shopping, Google moteur de recherche, et ça, la commission a dit non, là c'est trop, ça fait vraiment position dominante. Apple a été condamné parce qu'il touchait des aides illégales de l'Irlande. Et donc ça, c'est des questions, vous voyez, tu vois, de contrôle des GAFAM sur le plan économique. Et maintenant, il y a eu depuis 2022 le Digital Services Act, donc qui là donne à l'Europe le pouvoir de contrôler les contenus lorsqu'il y a des problèmes de désinformation ou de circulation de contenus illicites. Et c'est ça qui a été notamment très fortement attaqué par Elon Musk comme étant de la censure. Alors ça c'est pareil, ça se fait au niveau européen, mais aussi au niveau national.
parce que déjà les règles en matière de contrôle de la désinformation, de contrôle par exemple de contenu haineux sont pas tout à fait les mêmes en fonction des différents pays. Donc ça voilà, on voit un peu comment l'Europe a été utilisée pour essayer de contrôler les multinationales et du coup l'Europe a été pas mal attaquée, alors notamment à l'époque de la commissaire danoise Vestager, Margrethe Vestager. C'était la seule fois qu'en France, on a entendu parler d'un homme politique danois, je pense, enfin d'une femme politique danoise en l'occurrence. Et c'était une femme, c'est une femme, elle est toujours vivante à Poigne, même si elle est plus commissaire. Elle a été comparée en fait à l'héroïne de la série Borgen en fait, au Danemark. Et donc elle était toujours caricaturée en viking, en train de massacrer ou d'étrangler les GAFAM américains. Alors, en fait, bon, après, faut pas exagérer parce que les amendes européenne, c'est plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards, donc c'est pas négligeable. Mais par rapport aux dizaines de milliards de ces GAFAM annuellement, c'est pas grand-chose en fait. Donc ça menace absolument pas les GAFAM. Et puis de toute façon, nous, on n'a même pas de concurrents des GAFAM. C'est-à-dire que quand les Américains disent oui, vous voulez affaiblir Google, bon, de toute façon, il n'y a pas de Google européen, donc c'est même pas nos entreprises qu'on protège. Mais c'est éviter en fait qu'il y ait une domination trop forte sur le marché d'une entreprise dans un secteur particulier. On a vu le côté économique, le côté social, côté climat. Est-ce qu'il y a une Europe du climat ? Oui, alors ça c'est parce que si tu veux, alors déjà c'est le problème climatique déjà il est relativement ancien. Michel Rocard, donc Premier ministre français socialiste, avait déjà lancé à la fin des années 80, en association avec Brice Lalonde, qui était son ministre de l'Environnement, une initiative européenne pour lutter. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça le changement climatique, on appelait ça l'effet de serre. Voilà, donc c'était les débuts. C'est en 88 qu'on a créé le GIEC au niveau de l'ONU. Donc il y a eu un effort, tu vois, au niveau européen, national, international, et puis on a signé le protocole de Kyoto en 97 au niveau de l'ONU pour s'engager à réduire les émissions. Et en Europe, on aurait pu appliquer le protocole de Kyoto au niveau national, mais les gouvernements européens, notre gouvernement, les autres, ont décidé de l'appliquer au niveau européen. Toujours pour des questions économiques, parce qu'on s'est dit, si nous, on prend une législation environnementale, mais que le voisin adopte une législation moins sévère, ces entreprises vont être avantagées. Donc, on a créé une législation européenne pour la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est pour ça qu'on a des normes européennes de réduction du CO2, du dioxyde de carbone. Et donc, là, il y a eu des hauts et des bas, en fait, pour la lutte contre le changement climatique. Donc, 88, je te dis, 88-91, c'était l'époque de Rocard. Là, c'était un peu un haut. Et puis après, c'est redescendu parce que 92, récession économique, aussi réunification allemande qui est très coûteuse. Donc les Allemands qui étaient plutôt pro-environnementaux deviennent un peu plus frileux. Voilà. Après, ça revient à un haut en 97 Kyoto, un bas. Là, on a eu un haut récemment en 2019 avec le Pacte Vert. C'était les mobilisations Friday for Climate de Greta Thunberg, de tous les jeunes qui se mobilisaient. Et donc, ça a eu une répercussion. Les partis écologistes ont progressé dans les élections nationales, aux élections européennes en 2019. Et donc, la Commission européenne a proposé un pacte vert qui a été accepté par les États, par les parlementaires européens, qui a consisté à réduire assez fortement les émissions de CO2 de 55% par rapport à 90 en 2030. Alors, voilà, certains vont te dire que c'est insuffisant, d'autres vont te dire que c'est trop, c'est toujours pareil. Et donc du coup, cette Europe verte, elle s'est pas mal développée en 2019. Alors d'ailleurs, les écologistes ont toujours eu un intérêt pour la construction européenne. Non pas qu'ils trouvaient ça extraordinaire, mais pour les écologistes, si tu veux, déjà il y a toujours un aspect un peu décentralisateur, anti-autoritaire chez les écologistes. Donc du coup, l'idée que ils sont pas dans un logiciel jacobin où tout passe par forcément l'État central. Et aussi pour les écologistes, ils se sont aperçus que assez souvent les luttes écologistes passaient par l'Europe pour surmonter des blocages nationaux. Donc j'avais parlé de la chasse, j'avais parlé de la biodiversité, j'avais parlé de la pollution automobile. C'est pas le cas dans tout, au contraire dans d'autres domaines. C'est plutôt au niveau national que ça se passe, mais parfois l'Europe sert en fait écoute parfois les lanceurs d'alerte peut-être plus qu'au niveau national, et parfois d'ailleurs donc l'Europe condamne la France pour des pollutions, par exemple sur la pollution des eaux en Bretagne. Donc voilà, il y a eu tout ça pour dire que il y avait une mobilisation traditionnelle des écologistes au niveau européen. Et ça s'est cristallisé en 2019 avec ce pacte vert. Et depuis, par contre, donc période favorable,
je te dis, c'était lié aussi à l'opinion publique, hein, les Friday for Climate. Mais depuis 2022-23, il y a eu au contraire une réaction où on considère maintenant que ces législations européennes et environnementales en général, hein, pas qu'européennes, nationales aussi, sont trop coûteuses. C'est lié aux manifestations agricoles, c'est lié à l'augmentation des prix de l'énergie, et c'est lié aussi aux résultats électoraux, le progrès dans les urnes de partis de droite et d'extrême droite, qui sont plutôt hostiles à ces législations écologistes, et donc notamment en 24 hein, dans les élections européennes. Donc là, on voit que l'Europe, c'est compliqué, mais il y a quand même une réaction par rapport à l'opinion publique. Donc l'opinion publique était plutôt allante sur les questions climatiques en 2019, donc pacte vert. L'opinion publique l'est beaucoup moins en 22-23, donc aujourd'hui, on a plutôt des mesures qui tendent à détricoter ou disons atténuer les obligations environnementales. Par exemple, à un moment on avait pensé interdire les voitures thermiques en 2035. Aujourd'hui, on est en train de revenir dessus. Donc on voit la réactivité par rapport à l'opinion publique. C'est une grosse machine l'Europe, c'est un gros paquebot, mais bon, c'est quand même les États et les opinions publiques qui sont à la manœuvre, même si tout ça c'est assez compliqué. On a parlé du coup d'une Europe néolibérale, sociale, environnementale. Aujourd'hui, ça tire plus vers quoi? Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois? Oui, c'est tout ça à la fois. Et aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, le gros problème, c'est l'Europe puissance. Est-ce qu'on va créer une Europe puissance ou pas? Donc, ça revient au titre de mon livre. Moi, j'ai publié un livre en 2022 qui s'appelle Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance. Donc liberté, c'est vrai que c'est l'essentiel de la construction européenne. On fait un marché régulé. On veut préserver aussi le libéralisme, y compris politique. Un libéralisme politique, c'est la séparation des pouvoirs. On a un peu de solidarité, même si l'essentiel passe au niveau national, hein, les États-providence. Et l'Europe puissance, on n'en a pas. Et l'Ukraine et notamment Trump, ça repose la question de l'Europe puissance. Est-ce qu'on veut créer une Europe puissance, oui ou non? De Gaulle le voulait d'ailleurs, avec l'Europe puissance de De Gaulle, c'était un peu l'Europe française. Hein. Il y a des caricatures qui montrent De Gaulle devant une carte de l'Europe avec marqué Europe française. Ça c'était la vision un petit peu de Gaulle. Hein. C'était l'Europe puissance, mais avec la France au premier rang. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une Europe puissance? C'est un peu ça la grande question. Et ça passe par quoi d'ailleurs? Ça passerait par la création d'une armée européenne. J'ai pu lire aussi des projets sur le fait de mettre la bombe atomique française à disposition des pays européens, éventuellement. Oui, alors l'armée européenne, pourquoi pas, mais sous quelle forme? Les sondages montrent qu'une partie des Européens ils sont favorables, mais qu'est-ce que ça veut dire une armée européenne? Est-ce que c'est des armées nationales avec des structures communes? Est-ce que c'est des contingents communs? Bon, c'est un peu compliqué. On a eu un projet d'armée européenne en 1950, hein, c'était la CED, la Communauté européenne de défense. Donc un projet qui aujourd'hui paraît assez fou. Hein. C'était vraiment une Europe intégrée, une armée intégrée, mais c'était à l'époque de la guerre de Corée. Ça paraît un peu fou aujourd'hui, mais à l'époque, on avait peur que Staline envahisse l'Europe, en fait, parce que les troupes soviétiques étaient plus nombreuses que les troupes occidentales. La guerre de Corée, en fait, nous, en France, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu des millions de morts, et il y a eu un affrontement direct américano-soviétique, en fait. Hein. Je sais pas si tu te rappelles des bandes dessinées de Bug Danny. Bug Danny, il était avec son avion, les sabres, dans le ciel de Corée. C'était les troupes américaines au nom de l'ONU, et en face, il avait les troupes coréennes avec des volontaires chinois, mais ces volontaires chinois, c'était notamment des pilotes d'avion soviétiques. Donc il y avait eu quand même à l'époque de la guerre de Corée le risque d'un conflit mondial, et donc les Américains et les Britanniques disent il faut réarmer l'Allemagne, les Français disent non, ok, à la limite on veut bien faire une armée européenne. Et finalement ça échoue plus tard. Et aujourd'hui on se retrouve avec le même problème, donc pas vraiment une armée européenne, mais au moins les problèmes aujourd'hui, c'est déjà d'intégrer un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire de coopérer de manière plus efficace. Au lieu d'avoir 36 producteurs de chars, d'automitrailleuses, d'essayer d'en avoir que 2, par exemple, pour rationaliser tout ça. Parce qu'en fait, on dépense énormément d'argent au niveau militaire, au niveau européen, mais l'argent est un petit peu perdu, quoi. C'est pas dépensé de manière optimale, parce qu'on dépense dans des petites séries de matériel militaire qui sont différentes, et qui permettent pas en fait de diminuer les coûts. Donc il y a l'aspect industriel, et puis il y a l'aspect aussi un peu opérationnel. Pendant longtemps, on s'est contenté de l'OTAN en disant c'est l'OTAN qui crée des règles communes d'engagement, qui crée des règles communes de matériel militaire par exemple, et ça suffit. Et en fait aujourd'hui, on voit que ça suffit pas. Déjà parce que l'OTAN, on sait pas trop ce que ça va devenir avec Trump. Vraisemblablement, ça va subsister, mais qu'est-ce que ça va devenir? Et puis, on a vu avec la guerre en Ukraine
que ça crée des problèmes quand même, tous ces matériels européens. Là, on a fait une conférence récemment à la Sorbonne avec Dmytro Kuleba, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien, et il disait, bon, c'est bien tous ces armements européens, mais bon, il y a les chars français, les chars allemands, et quand on nous donne, alors là, il parlait, je crois, d'équipements de lance-roquettes ou de canons. Des fois, on nous donne le même matériel, mais comme il vient de deux pays différents, c'est pas les mêmes logiciels, c'est pas exactement les mêmes structures, c'est pas les mêmes procédures d'engagement. Donc, on voit que rien qu'on garde, même si on garde nos armées nationales, il y a déjà beaucoup d'efforts de rationalisation à faire si on veut que ce soit plus efficace, si on a vraiment un ennemi commun. Et puis la bombe nucléaire française. Donc ça, c'est assez essentiel parce que la bombe nucléaire, c'est comment dirais-je, c'est le pouvoir ultime de détruire l'humanité. Nous en France, on a 300 têtes nucléaires qui font entre 100 et 300 kilotonnes. Et pour te donner un ordre d'idée, la bombe d'Hiroshima, on estime que c'était à peu près 15 kilotonnes. Donc, et nous, on a 300 têtes nucléaires qui font entre 100 et 300 kilotonnes. Et donc l'idée, c'est de savoir si ces 300 têtes nucléaires, on les garde pour nous ou on partage la dissuasion avec les autres partenaires européens. Alors c'est très compliqué parce que voilà, c'est le pouvoir ultime. Et en plus, nous, on a 300 têtes, c'est pas mal, mais les Américains, les Russes, ils en ont 5000 chacun. Donc, si tu veux, si nous, on se dit, si on a des soldats, je sais pas moi, lituaniens qui sont tués, est-ce qu'on va lancer une bombe nucléaire en Russie ? Sachant que nous, on va se faire forcément complètement laminer. Nous, notre force nucléaire, nous, c'est une force de dissuasion. Elle est là pour dire, on va pas vous attaquer, mais si vous nous attaquez, on a quand même 300 têtes, donc il y aura bien au moment un missile qui va passer, et un missile nucléaire qui vient d'un de nos sous-marins, c'est un missile qui a 10 têtes nucléaires. Donc voilà, vous aurez des dégâts énormes. Nous, c'est une force de dissuasion. Comment est-ce qu'on peut l'européaniser ? C'est compliqué. Donc depuis 72, il y a une dimension européenne dans la dissuasion française, mais qui est pas explicite. Parce que le but de la dissuasion aussi, c'est que tu dois maintenir une incertitude. Tu peux pas dire, attendez, c'est bon, s'il se passe ça, je l'envoie une bombe nucléaire. Par contre, s'il se passe ça, j'en envoie pas. Non, tu dois maintenir une ambiguïté. Et donc là, il y a des discussions. Il y a même des hommes politiques allemands qui se sont dit, bon, il faut qu'on parle. Est-ce qu'on peut avoir une dissuasion française si on paye ? Parce que nous, notre dissuasion française, elle coûte cher. Elle coûte à peu près 20% du budget militaire. Et donc, voilà, l'enjeu, il est là, quoi. Est-ce que on peut européaniser cette dissuasion française, sachant que c'est une arme très forte, mais qui est pas du tout au même niveau que la dissuasion, que l'arme nucléaire russe, que c'est un pouvoir ultime. Voilà, c'est une discussion compliquée, mais c'est la première fois qu'on l'a à un niveau aussi élevé, qu'on a autant d'hommes politiques européens, allemands, polonais, qui posent la question vraiment en ces termes. Alors qu'avant Trump, c'était inenvisageable, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'était un peu implicite. On se disait, de toute façon, on a le parapluie américain. Bon. Donc, les Français, ils sont bien gentils. Ils ont dit qu'ils ont aussi une dimension européenne dans la dissuasion américaine. Mais bon, de toute façon, on a le parapluie américain qui nous protège. Aujourd'hui, ce parapluie, on se demande s'il n'est pas un petit peu troué. Ouais, il y a une vraie rupture, de toute façon, entre les Américains et les Européens, là. Oui, en fait, Trump, on dit beaucoup, oui, mais Trump, bon, finalement, Américains, ça n'a jamais été des partenaires faciles. C'est vrai, ce qu'ils font envers les Européens, c'est ce qu'ils faisaient envers les Sud-Américains. C'est ce qu'avait dit Mélenchon. Et sur le coup, il a raison. C'est vrai que les Américains ont eu un comportement impérialiste brutal avec beaucoup de pays. Mais il l'avait pas avec nous parce que on était dans une idée atlantiste, l'idée dont je t'ai parlé. Et Trump, en fait, revient sur ça. Il revient sur l'idée d'une communauté un petit peu atlantique qui était celle des États-Unis depuis Roosevelt, voire même depuis Wilson, alors qu'avant, les Américains étaient effectivement plus isolationnistes. Et ils étaient aussi hostiles aux institutions multilatérales. Et donc, mais c'était aussi une puissance qui était très peu influente. Donc, on a l'impression que Trump revient à l'isolationnisme américain en ne comprenant pas que le multilatéralisme, mais ça allait dans le sens des Américains, quoi. Beaucoup de pays, notamment du Sud, critiquaient les institutions multilatérales justement parce qu'elles étaient dominées par les Américains. Donc l'isolationnisme, le refus du multilatéralisme, ça c'est vraiment une rupture, au moins depuis Roosevelt, depuis Wilson. Et puis une autre rupture là depuis je sais pas des temps immémoriaux, c'est le refus de l'état de droit. Quand même Trump a refusé de reconnaître sa défaite en 2021 et il a
voilà, tolérer ou encourager l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Donc ça aussi, c'est une rupture énorme par rapport aux autres présidents américains et qui se transforme même en soutien explicite à des régimes ou à des partis politiques qui contestent la démocratie libérale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu comme un lapin ébloui par les phares d'une voiture, en se demandant, bon, est-ce qu'on aura le parapluie militaire nucléaire américain et est-ce qu'on aura aussi ce monde multilatéral, ce monde fondé sur des règles? Tout à l'heure, je parlais par exemple de Reagan. Reagan avait été assez agressif par rapport à nous au niveau commercial. Il y a eu pas mal de conflits sur des produits agricoles, sur l'acier. Mais Reagan faisait ses conflits au GATT, en fait. Il portait plainte au GATT. Le GATT, c'était l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce. C'était une espèce d'ONU pour le commerce. Et il portait plainte contre nous au GATT. Il faisait pression contre nous au GATT, donc dans un univers multilatéral, parce qu'il savait très bien qu'il était très influent, que les États-Unis sont très influents au niveau multilatéral. Là, Trump fait pas du tout ça, donc c'est pour ça que c'est vraiment une grosse rupture, y compris par rapport à des présidents républicains antérieurs qui pouvaient être assez conflictuels avec nous. Alors mon cher Laurent, on approche doucement mais sûrement de la fin de cet entretien. Alors il y a pas mal de sujets qu'on aurait pu creuser un peu plus, comme l'euro, comme les élections, enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour ça on va renvoyer les gens vers ton travail et bien évidemment il y aura tous les liens en description, y compris ce que tu vas peut-être nous conseiller comme littérature ou comme documentaire, ou qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent aller consulter pour en savoir plus justement sur cette construction européenne et sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Ouais, bah écoute, je te remercie de me donner la possibilité de renvoyer vers des sites vraiment très utiles. Donc je pense que tu vas mettre en lien mon site qui s'appelle East Europe, parce qu'il y a une bibliographie, citographie, dans laquelle je mets en fait énormément de sites internet, de podcasts vraiment super qui ont été faits par plein de spécialistes de l'Europe, qui permettent comme ça à tout le monde de mieux comprendre le sujet. Il y a vraiment énormément de ressources sur internet qui sont accessibles. Bon, là j'en cite deux. Sur l'histoire de l'Europe, il y a le site CVCE qui est un site luxembourgeois. CVCE, c'est centre virtuel de connaissances sur l'Europe, qui vraiment, voilà, si vous voulez plus de détails sur la chronologie de l'histoire de l'Europe, y compris même une guerre froide depuis 45, il y a énormément de petites fiches synthétiques sur les événements, de photos, de caricatures, notamment la caricature dont j'ai parlé de Gaulle qui montre une carte de l'Europe avec marqué Europe française. Donc CVCE, et puis sur l'Europe d'aujourd'hui, je dirais les 30 dernières années depuis Maastricht, il y a un site qui s'appelle Toute l'Europe, .eu, qui aussi donne des bonnes fiches assez synthétiques sur ça. Et puis, je mentionne mon manuel qui s'appelle Histoire de la construction européenne depuis 45, parce que c'est un petit manuel. J'essaie à chaque fois d'intégrer tous les éléments du débat, y compris les critiques. Et pour les étudiants, en tout cas pour mes étudiants, c'est un manuel qui est disponible gratuitement, parce qu'il y a les facs souvent prennent l'abonnement à un bouquet de livres, et ça, comme c'est un manuel repère, un petit manuel, l'équivalent d'un que sais-je, souvent il est disponible gratuitement si tu es étudiant, si tu te connectes au site de ta fac avec tes identifiants étudiants. Eh ben top. Peut-être t'as des documentaires ou des choses comme ça? Alors on a là tu parlais du livre sur De Gaulle Monet, donc ceux qui veulent approfondir peuvent regarder ce livre. Il est disponible aussi maintenant en accès libre sur Open Edition. C'est assez marrant, non, mais disons que tu vois vraiment l'opposition entre les deux personnages, De Gaulle, le militaire, qui avait une vision de la France vraiment incarnée, charnelle, il se dit toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France, ça c'est le début de ses mémoires. Et puis Monet, qui a une vision différente, plus pro-américaine, plus économique. Donc ça, c'est disponible en accès libre. Et puis, il y a un film aussi sur Jean Monnet qui a été fait récemment. Et puis, je te dis, moi, sur mon site, la biblio, je donne vraiment beaucoup de liens. Il y a des podcasts. Audrey Vueltas, par exemple, fait des podcasts super sur l'actualité européenne en quelques minutes, très très sympa, qui permettent de bien comprendre les enjeux européens, parce que comme tu l'as compris, c'est compliqué, mais bon, je dirais la démocratie, c'est compliqué quand on s'intéresse à une question de politique publique en France. Je sais pas, là on parle par exemple, mettons, du débat sur la fin de vie, c'est compliqué aussi. Donc maintenant il y a de très bons vulgarisateurs qui existent et qui proposent des podcasts ou des petits films sur internet ou des documents qui permettent en quelques minutes de bien saisir tout un problème.
Non, mais c'est en ça que ton intervention aujourd'hui, elle était hyper intéressante et instructive. C'est-à-dire qu'on voit une image de l'Europe beaucoup plus plurielle, peut-être moins caricaturale que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias ou dans les articles qui veulent faire un peu de clic ou avec tonton Michel qui est profondément contre ou pour. Là, ça permet de remettre un petit peu de nuance dans tout ça. Et je te remercie en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Est-ce que tu as quelques actus, toi, de ton côté? Non, bah, les actus, c'est ce que je t'ai dit. Là, c'était le colloque de Gaulle Monnaie là, qui vient de sortir en open édition. Non, mais je te remercie beaucoup parce qu'effectivement, l'Europe, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Europe, c'est nous qui la faisons et donc, du coup, elle est aussi compliquée, aussi diverse que nous et elle a ses avantages et ses inconvénients et donc, c'est à nous vraiment de l'orienter dans la direction qu'on veut. Donc, en 2024, on a voté aux élections européennes, on a plus voté qu'avant et moi, je trouve ça bien, quel que soit le parti pour lequel on vote parce que voilà, il faut se saisir en fait des questions européennes en se disant que c'est ni vraiment quelque chose de parfait, ni quelque chose d'horrible, mais c'est un outil et il ne tient qu'à nous de l'utiliser. Merci encore à toi, Laurent. Vous pouvez retrouver tous ceux qui nous suivent cette émission en rediff sur le podcast ou sur YouTube. Alors là, pour le coup, il va y avoir un petit délai entre cette émission aujourd'hui et la rediff parce qu'on prend un petit peu d'avance avec l'équipe. Je voulais remercier Louis, en tout cas, comme d'habitude, pour son super boulot de préparation sur cette émission et sur toutes les autres. Passez tous une bonne fin de matinée. Laurent, encore merci et au plaisir. Salut.